tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. Ici c'est Souf, de retour après une longue période d'absence, et aujourd'hui je suis avec Stéphane, qui, alors 6 mois, ça fait longtemps que je suis pas venu. Je pense qu'il y a des gens, ils savent même plus qui t'es. Mais avec Stéphane, avec qui on avait lancé le podcast justement, ça fait longtemps. Bien, quoi, Stéphane? Ça va. Bah, ça fait facilement 1 an, hein, peut-être plus même, parce que... Ça fait plus d'un an, parce que je me rappelle où j'étais quand on l'a fait, et ça fait plus d'1 an que j'y suis pas allé. Et on l'a commencé avant la sortie du film. Avant la sortie du film. Tout simplement, bon bah c'est cool, en tout cas ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble. Et je suis aujourd'hui aussi avec Gokhan, qui est un Snyder Fighter depuis Day One sur Twitter. C'est marrant parce que tout à l'heure, Gokhan, déjà Gokhan, comment vas-tu? Je vais super bien, et vous les gars? Ça va, super. Comme d'hab. C'est marrant parce que tout à l'heure tu rigolais, tu disais on est le trio des gars invités pour l'avant-première. Donc ça c'est un super souvenir. D'ailleurs, mois de mars, bientôt le 18. Mais en plus, vous faites partie tous les deux avec Nassim des toutes premières personnes que j'ai rencontrées sur Twitter françaises, tout premier français. Et j'avais même un a priori un peu, je savais pas encore comment te cerner, Gokhan. Et je sais plus, c'est un de tes amis à toi qui me disait non, mais en vrai, dans la vie, il est super cool. Ou je crois que tu l'as dit toi-même. Et il y avait eu 1 ou 2 tweets. Je me dis putain, il est agressif, il est vénère. Parce qu'on plaisantait avec Stéphane et puis tu t'en étais mêlé. Et moi, je ne savais pas si tu plaisantais ou pas. Et après, on a fait connaissance et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, on a fait une belle nuit ensemble. Hein. Ouais, on a fait une sacrée nuit blanche ensemble le 19 novembre. 17 novembre 2019. Je confonds toujours. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire de podcast. Il y a plein de sujets à rattraper. Certains même qui, vu qu'il y a eu de l'évolution, que je vais supprimer de ma liste au fur et à mesure. Mais bon, qui dit le boulot, comme je disais à Gokhan tout à l'heure, les haters adorent dire get a life. Trouve-toi une vie. Mais justement, j'ai une vie très remplie qui fait que je vais pas faire des podcasts à chaque fois qu'il y a une news. Donc là, on a une belle liste. Et je vous propose qu'on commence avec du retard, un sujet qui a été traité dans tous les sens, mais qu'on puisse en parler et donner notre avis, sur Joss Whedon qui est sorti du silence, qui a donc fait un article au New York Times, et c'est super ouf de voir à quel point tu sors du silence après autant de problèmes, après autant d'accusations. Et je me dis, mais est-ce qu'il a été seul à préparer ça, ou est-ce qu'il s'est armé d'une équipe de community managers, de communicants ou quoi? Parce que, mec, quand tu viens pour te défendre, dis pas de la merde comme tu l'as dit. Il a vraiment, je vais vous dire un peu ce qu'il a dit, mais c'est assez incroyable. À commencer par, je sais pas, je vais vous dire ce que moi j'ai en tête, et peut-être que vous en aurez d'autres, mais là déjà on va commencer par exemple par Ray Fisher. Dire que Ray Fisher était un très mauvais acteur dans les 2 sens du terme, que ce soit derrière la caméra ou en tant que personne. En tant que personne, à la limite, on le connaît pas, même si on a tous une belle image de lui. Mais en tant qu'acteur, on a tous vu ce qu'il avait fait. Comment tu peux dire ça? Déjà, j'ai envie de dire, c'est marrant de commencer un petit peu sa défense par là, tu vois. C'est le mec qui fait un article pour essayer de se défendre, et il commence par le Père Noël, il est méchant, tu vois. Ouais. Si t'as envie d'avoir des arguments, t'as envie qu'on essaie peut-être de voir un peu les choses de ton côté, commence pas par dire des choses complètement ahurissantes comme ça. Ouais, complètement. Et puis au niveau de sa défense, Gal Gadot, est-ce qu'il aurait eu des propos racistes, sexistes et compagnie? C'est ouf parce que il a dit quand même, Gal Gadot, l'anglais, ce n'est pas sa première langue. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Frérot, elle a fait Fast and Furious, elle a fait plein de films avant Justice League. La meuf, elle est bilingue en interview partout. Toi, tu débarques un peu en mode, je suis pas raciste, mon collègue, il est noir. C'est ouf. Et je sais pas il y avait eu d'autres certaines des choses qu'il ait dit, qui, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je sais pas si Gokhan, tu te souviens d'autres choses qu'il a pu dire? Je me souviens surtout de ce qu'il a dit par rapport à Ray Fisher et Gal Gadot. Ce sont les 2 points qui m'ont le plus marqué. Mais honnêtement, j'ai trouvé cet article, mais je veux dire, catastrophique par rapport à son image. Est-ce que quelqu'un voulait le faire sortir d'Hollywood pour que cet article soit publié? J'ai pas compris, honnêtement. Non, mais il a creusé sa propre tombe, et c'est marrant parce que Clay Enos, le photographe de Zack Snyder, avait posté un screenshot d'une chanson qu'il écoutait, dont le titre était en anglais Digging Your Own Grave, un truc du genre. Il faisait ça. Grave.
Non, et puis alors il y a un truc que j'ai vu, et je l'ai pas revu et j'ai pas eu le temps de le préparer pour le podcast, faudrait que je le voie. Donc prenez-le avec des pincettes, ou si quelqu'un en commentaire a vu la chose, postez-le en commentaire. J'avais vu qu'il avait dit un truc du genre aussi par rapport aux agressions, parce qu'il y a aussi des agressions de harcèlement sexuel, tout ça. Et j'avais vu en fait qu'il aurait dit que en gros quand il a commencé à connaître un peu la célébrité en tant que réalisateur, que lui à la base c'était c'était un nerd assez rejeté, comme beaucoup de nerds qui n'a pas de succès auprès des filles, et que quand il a commencé à avoir du succès, il avait un certain pouvoir et que il pouvait avoir les filles à ses pieds entre guillemets, et que il pouvait pas résister. Donc Stéphane, t'as l'air de t'en souvenir. Il s'est senti enivré de pouvoir en fait, parce que il avait été frustré dans sa jeunesse, quoi, et donc du coup il s'est senti d'un coup tout puissant et il s'est lâché, quoi. Non mais dire ça, se défendre en disant ça. Mais c'est incroyable. La situation, j'ai presque envie de dire, je la comprends, pourquoi pas, mais c'est pas ce que tu dis dans un article dans lequel tu as envie de défendre et de refaire ton image. Ah ouais, grave. Je suis désolé, elles étaient trop bonnes. J'ai pas pu faire autrement. C'est juste ça, quoi. Tu sais, en fait, il y a un truc que je dis souvent, c'est en termes de communication, j'ai l'impression que il y a des gens aujourd'hui qui en tant que commerciaux etc. sont complètement détachés et comprennent pas que aujourd'hui en 2022, les gens qui les écoutent, c'est pas des gens bons, quoi. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes techniques aujourd'hui qu'ils auraient utilisées il y a 200 ans pour faire de la propagande. Mais là, ton mec, tout ce que tu racontes, en fait, chaque mot que tu dis, personne n'y croit, en fait. Personne n'y croit. Ouais. Bon, en tout cas, il a pas fait du bien à sa carrière. Donc, si on fait des recherches, il y a encore pas mal de choses. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, en vrai, je crois que ce qu'il aurait dû faire, c'est limite s'excuser publiquement et passer à autre chose pour essayer de garder sa carrière. Tu sais, faire genre... Parce qu'il se serait excusé. T'as toujours des gens comme moi qui ont de la peine pour les méchants. J'aurais dit, vas-y, tu sais quoi, il s'est excusé. Comme John Berg. Est-ce que tu vois des gens trash John Berg? Il s'est excusé, on a dit, vas-y, tu sais quoi, dégage maintenant, fais ta life. C'est vrai, non? Et tu sais que perso, en plus, moi, j'étais contre le fait de toujours en mettre plein la gueule à Joss Whedon. J'étais il a fait de la merde, il a fait un film qu'on n'aime pas, éventuellement, il s'est passé des trucs. On n'en parle plus, quoi. On l'a clashé suffisamment. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Mais là, le mec, il ressort et il est là. Vous me tapez plus, vous voulez pas m'en remettre encore quelques-unes, là? Ça, c'est littéralement ça, son article. C'est remettez-en une couche, quoi. Distribution de battes de baseball. Coucou, je vous aime. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Bon, tu sais, juste pour dire, pour le coup de l'excuse par rapport à John Berg, je suis sûr que tu as des gars, parce que forcément, ce genre d'article, il le sort pas tout seul. Tu vois, c'est pas lui qui a d'un coup une initiative et qui se dit, tiens, je vais essayer de me défendre. Il y a forcément des gars derrière lui, toute une équipe qui a écrit, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Bien oui. Un mec qui dit je vais m'excuser dans ces situations-là, je suis sûr que le gars derrière lui dit non, tu t'excuses pas, c'est mort, ça va empirer ta situation, nous on a un truc nickel. Tu vas dire Ray Fisher c'est un mauvais acteur et Gal Gadot l'a pas compris. Alors ce gars-là c'était peut-être un ennemi. Hein. Une santé, oui peut-être. Non mais alors pour rappel pour ceux qui écoutent et qui n'ont peut-être pas suivi, John Berg est l'un des producteurs de Justice League version cinéma. Donc qui a une certaine part apparemment de responsabilité parce que Ray Fisher l'accusait. Puis un jour il s'est excusé et Ray Fisher sur internet l'a dit merci et il est passé à autre chose. Et aujourd'hui, quand il fait des tweets très salés, il ne cite plus John Berg. Il est passé à autre chose, Ray Fisher. Tu vois, il est en mode je continue à faire. C'est un bon gars, hein? Non, mais de toute façon, Ray Fisher, on a vu que c'était quelqu'un qui était tout à fait capable de pardonner. C'est ça qui est bien chez lui, c'est qu'il n'attaque pas gratuitement, il dit ce qu'il y a, et si tu t'excuses, il t'excuse. Mais avec John Berg, c'est un peu différent, parce que je crois que ce qu'il accusait surtout John Berg d'avoir fait, c'était d'avoir laissé, en gros, Joss Whedon faire de la merde et ne pas être intervenu. Donc en soi, il lui reprochait pas directement les faits, il lui reprochait d'avoir rien fait contre. Donc c'est un peu différent. Non, je crois pas que John Berg soit 100% innocent non plus. Il avait sorti quoi comme connerie? Il avait dit ah non, il était là sur la scène et il récitait pas ses répliques. Bouya, il a pas dit Bouya. C'était pas. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais.
Mais là, par rapport à ce qu'il reproche à Joss Whedon, tu vois, c'est pas grand-chose quand même, je pense, en parallèle. Mais John Berg fait peut-être, on ne sait pas, tu vois, producteur, peut-être qu'il fait partie des gens qui envoyaient des employés ou des execs, ou peut-être que lui-même allait en présence sur le... On sait qu'il y avait toujours quelqu'un sur le plateau pour surveiller ce que Zach faisait, donc voilà, enfin bref, en tout cas, juste une parenthèse par rapport au programme liste de sujets. C'est marrant, t'as dit Ray Fisher, c'est un bon gars et tout. J'ai fait un tweet il y a quelques jours, il y a quelques personnes qui ont participé, mais on va le faire en live. Si vous pouviez rencontrer une seule personne du cast de Justice League, ce serait qui et pourquoi? Juste comme ça, pour le fun. Enfin, la question pour le fun. Calme, vas-y, je t'en prie. Comment est-ce que je réfléchisse en attendant? Le petit salaud. On aimerait tous les rencontrer, tu vois, du coup... Un seul, mon gars. Un seul. C'est dur. Bon, vas-y, tu sais quoi? Je fais un peu de blabla. Comme ça, vous réfléchissez. Moi, écoute, je vais te dire la même. Je vais te dire Ray Fisher. Parce que Ray Fisher, déjà, il a notre âge. Donc, tu vois, je pense que niveau discussion, on serait plus proche avec lui. Et puis aussi, il est humble. Avant Justice League, c'était quelqu'un qui faisait... C'était du théâtre qu'il faisait, je crois, avant Justice League. C'est pas non plus un acteur hollywoodien de toujours, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est assez direct et franc dans ses accusations, c'est qu'il a peut-être moins été formé à la longue à faire du politiquement correct quand il parle, tu vois. Donc je pense que rien que pour ça, oui, clairement, Ray Fisher, c'est clairement un gars qui ça pourrait être sympa de. Moi, c'est la même chose. Moi, c'est la même chose. C'est clairement Ray Fisher parce que j'adhère totalement à son attitude. Quand le gars te tweet qu'il est prêt à perdre sa carrière pour la vérité, je trouve que c'est un truc de ouf dans un univers comme Hollywood où les gens sont prêts à se marcher sur la gueule pour des contrats. C'est incroyable ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Le fait qu'il soit de notre génération, tu vois, c'est un gamer. Après, c'est un sportif. Moi, je suis très sportif aussi. Je suis sûr, c'est ce que je disais sur Twitter, je suis sûr qu'on se ferait une bête de séance. Peut-être pas qu'il fait du crossfit parce que des fois, il utilise des choses que moi aussi je fais, je vois sur ses photos, mais pas sûr. Dans le monde du cinéma, c'est pas toujours sûr. T'as Patrick Wilson qui fait du crossfit dans Aquaman. Je voyais la vidéo et lui, il en fait du vrai. Lui, j'ai vu, il faisait vraiment les mouvements de crossfit et tout, et j'ai déjà vu. Mais bon, bref, c'était ma parenthèse passionnée de crossfit. Mais sinon, Ray Fisher, c'est un tout. C'est son attitude, le fait qu'il soit vraiment quelqu'un de bienveillant, qu'il soit dans une démarche de sincérité et qui est pas là pour. Mais clairement, c'est ce qu'on aime chez lui, je crois. Ouais, je pense. Et puis forcément, ça parle le mode seul contre tous. Tu vois, le gars a dit, tu sais quoi, si je dois faire combat tout seul, je le ferai. Ça parle. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui le soutiennent. Et je crois que ça parle surtout à notre genre de fandom. C'est un petit peu là-dessus qu'est basé notre fandom, tu vois. C'est sur le côté, il y a eu une injustice et nous, on se regroupe derrière ça. Donc forcément. Pour ce film, on était en mode seul contre tous sur Internet. C'était mais au bout d'un moment, on est devenus tous contre seul. Tous contre seul. Et si on peut avoir deux personnes, vu que on va en choisir un chacun, on fait une soirée avec Ray, mais aussi avec Jason Momoa. Je pense que ça pourrait être drôle. J'allais le dire, les gars. Vous avez dit tous les deux, vous avez dit Ray Fisher. Là, j'étais là, attends, c'est quand mon tour? Je vais dire Jason Momoa. T'es à la maison, Goka. J'ai rien dit à toi. On essaye de pas trop se couper la parole, mais t'es à la maison, n'attends pas que tu parles quand tu veux. Donc toi, ce serait Jason Momoa, c'est ça? Ouais, Jason Momoa. Ouais, le gars, il était là, alors que, tu vois, il a pas lésiné. Il a fait comme Ray Fisher, il était là pour soutenir Zach. C'est un mec super sympa, et toujours souriant. Tu vois, il faisait la promotion de son film Aquaman, et tu l'entendais dans les vidéos en voix off, The Legendary Zack Snyder. Tu vois, et là, j'étais à fond, tu vois. C'est d'ailleurs grâce à ce genre de truc que je suis allé voir Aquaman, sinon ça m'intéressait pas vraiment ce dernier film. Tu vois, donc c'est voilà, Jason Momoa. Il était là, c'est vrai quoi. Ouais. Ça et bizarrement, si je le vois en vrai, il va peut-être m'offrir un appareil photo. Je sais pas. Quel gratteur. En fait, c'est juste ça. Et Henry Cavill, tu vois, je pense que ça peut être sympa, mais comme on voit pas qui il est, je m'en fous. Par contre, j'ai très envie qu'il soit Superman parce qu'il est parfait en Superman, quoi. mais il y a moins ce côté. Avec Ray Fisher, pour moi, c'est ce qu'on appelle la bromance, tu vois. T'as l'impression que tu peux être le meilleur ami avec lui. Et Jason Momoa, t'as l'impression que c'est le gars cool avec qui tu passes une soirée, tu vas gaulerie. Moi, je bois pas, mais c'est avec qui tu vas prendre des grosses bières, te torcher la gueule, pour ceux qui sont concernés. T'inquiète. Eh ben, tu sais quoi, toi,
tu feras du CrossFit avec Ray Fisher, puis moi, je boirai des pintes avec Jason. Ok. Bon, on continue sur le programme. Donc, alors, AT&T, la fusion entre Warner Bros. et AT&T et donc Discovery a été validé il y a quelques mois. Ça approche à très grands pas. C'est soit déjà en cours, soit le mois prochain. On avait vu des choses comme quoi ça devait arriver avant le 18 mars. Et j'ai vu d'autres choses comme quoi ce serait courant avril. Mais en tout cas, on est dedans. Et on y reviendra sûrement après. Mais pour tous les j'ai perdu espoir, il y a tellement d'éléments qui sont en train de bouger comme par hasard à l'approche de la fusion. Il y a un moment, il ne faut pas être aveugle, quoi. S'il y a bien un moment où il faut faire du bruit, là, je veux juste faire une piqûre de rappel, c'est maintenant. Donc les gens qui écoutent et qui aimeraient un jour voir Justice League 2 et 3, prenez vos putains de Twitter et balancez des tweets presque quotidiens, si ce n'est pas quotidien, tu vois, en taguant Discovery, toujours. Donc, on va enchaîner tout de suite parce qu'en fait, on va en reparler après de cette fusion et tout. Il y a des choses qui vont arriver avec. Je voulais juste dire quelque chose que je ne savais pas et que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Jay Oliva a tweeté sur Twitter. et donc, apparemment, il avait préparé des storyboards pour le flash de Rick comment Famuyiwa. Moi, ça m'a beaucoup surpris, je sais pas vous, parce que moi, je pensais pas que c'était allé jusqu'au stade du storyboard, ce qui fout encore plus le seum. C'est un très bon réalisateur. J'ai vu que son film Dope. Faudrait que je le revoie. La première fois, je l'avais apprécié, mais j'avais pas non plus sauté au plafond. Toi, tu dis que c'est un très bon réalisateur. Est-ce que tu as vu d'autres choses? Est-ce que tu peux en parler vite fait? Par exemple, il a réalisé quelques épisodes de... Juste une chose, pour ceux qui ne savent pas, Rick Famuyiwa, c'était le réalisateur de The Flash initialement, back in 2016, quand The Flash devait arriver juste après, peu de temps après BVS, et non pas en 2023 maintenant. Alors, il a aussi réalisé quelques épisodes de The Mandalorian. Yes. Rien que ça. Ah ouais. Ok, et The Mandalorian a une très bonne image. Je crois qu'il a fait l'épisode, si je dis pas de conneries, enfin il en a fait plusieurs. Mais il me semble qu'il a fait l'épisode avec Bill Burr, là, celui où Mando enlève où on voit son visage. Donc il va falloir que je regarde. Tu vois celui que je veux dire, Gokhan? Tu vois ce que je veux dire, Gokhan? Attends, il faut pas spoiler à Soufiane. Attention. Non, tu peux y aller, c'est pas grave. Non, franchement, regarde The Mandalorian. Honnêtement, The Mandalorian, c'est... Après la trilogie qu'ils ont fait là, suite à l'acquisition de la licence Star Wars, qui était vraiment, j'ai trouvé ça très très moyen. T'as vraiment The Mandalorian, produit par Jon Favreau et Dave Filoni, qui rattrape le truc. Franchement, tu regardes, si t'as aimé les anciens Star Wars, la trilogie originale, je pense que tu as bien aimé The Mandalorian. Mais sauf t'es pas trop foot, c'était pas trop Star Wars, toi, sauf. J'aime bien, mais pas de ouf. Voilà. Donc et encore, quand je dis j'aime bien, j'avoue que plus le temps passe, plus je m'en fous. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode 3, surtout. Peut-être parce que c'est celui qui est le plus... Celui où ça part en couille. Ouais, j'aime bien quand même le mec quand il devient Dark Vador. À la fin, quand il se tape avec Obi-Wan et tout, c'est quand même un truc de ouf, la musique et tout, c'est stylé. Tu vas pouvoir regarder la nouvelle série Obi-Wan dont ils viennent de sortir le trailer, là. J'ai pas encore vu le trailer, mais apparemment tout le monde est en PLS. Ça a l'air cool. Après, le trailer, en réalité, il montre pas grand-chose. Il montre juste, ça va être Obi-Wan, quoi. Ouais, bon, ils ont vu McGregor. Ils ont encore joué sur la nostalgie. Oh. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Mais en même temps, il faut reconnaître que le fait que Disney ait racheté Star Wars et ait décidé de faire tout un tas de projets dessus, c'est double tranchant. D'un côté, c'est du nouveau Star Wars, et d'un autre côté, c'est nostalgique. Mais bon, ça, on le sait. Pour moi, c'est bien et c'est pas bien, mais dans tous les cas, on a du Star Wars en plus. Donc, je vais vous dire un truc. Moi, par exemple, ma sœur qui aime pas trop Star Wars, tout ça, je me rappelle d'avoir regardé la saison 1 avec elle et elle avait accroché. Donc il y a vraiment quelque chose dans The Mandalorian. Je sais pas si c'est le Baby Yoda qui fait le truc, mais... Oui, ça pour les filles, c'est vrai que ça a souvent déjà été ça. Mais même, il y a le côté... tu sais, c'est l'univers Star Wars, mais c'est aussi l'aventure d'un gars tout seul. C'est le Lone Ranger un peu qui vit ça. Peut-être juste que c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, les gens s'intéressent. C'est bien. C'est une histoire attachante.
Mais je pense que c'est un pouvoir supplémentaire si t'aimes déjà Star Wars et ses personnages. Pas forcément. Forcément. Tu sais, il y a ce côté, je sais pas si la comparaison va me paraître absurde. Tu sais, par exemple, Léon, tu vois, t'as Léon, le tueur à gages, et t'as Mathilda, tu vois, qui va protéger. Et c'est un peu ça, Ouais. mais version Star Wars. Oui, mais c'est un type d'histoire qui a fait ses preuves. C'est un type d'histoire qui a fait ses preuves. Ok. Ça devient Bon, un on podcast continue Star Wars parce que on n'est pas chez Star Wars ici là. Allez. On est chez DC, merde. Ouais. Donc, vite fait, Doctor Strange, Multiverse of Madness, le trailer est sorti, il a giflé du monde. Apparemment, il y aurait Charles Xavier dedans, il y aurait peut-être des apparitions de X-Men et d'autres personnages. Et je l'ai déjà dit une fois de plus, et je le redis encore, Warner Bros. Bien fait pour vous. Le multiverse que vous étiez censé lancer en 1992 avec The Flash, bah vous allez le lancer en 2949. Bien fait pour eux. Ils se font encore voler la vedette. Réunion de super-héros avec les Avengers, réunion des Spider-Man, enfin tous les projets comme ça qu'ils auraient pu faire, bah, c'est vraiment con. Je sais pas ce que vous avez pensé du trailer. Moi, je suis pas un grand fan du MCU, on le sait. Mais j'avoue, quand j'ai juste un mot à dire. Sam Raimi. Allez, next. Prochain sujet. On va le voir, le film. C'est un Sam Raimi. Allez, hop. Ah oui. Après, je doute qu'on ait un vrai Sam Raimi parce que ça reste MCU. Et quand le MCU arrive, des fois, ils prennent des réals. Il y a beaucoup de Yes Man. De temps en temps, ils t'en prennent un bien pour te dire oui, regardez, on a lui. Mais en vrai, il y a un coupage de couilles derrière, quoi. Donc, en vrai, avec avec Multiverse of Madness, faut pas oublier que à la base, c'était Scott Derrickson qui devait le faire. Et qu'il y a eu cette histoire où, je sais plus à quelle convention, il avait dit ça va être le premier vrai film d'horreur dans l'univers Marvel. Et tout de suite, Kevin Feige qui était non, mais ce sera pour tout le monde, hein, vous inquiétez pas, ça va être un film grand public. Et It's que going quelques. To be PG-13 and you're going to. And you're gonna like it. And you will like it. Et quelques semaines après, quelques jours après, Scott Derrickson, finalement, le projet. Il est plus trop chaud, donc on va changer de réal. Donc bon, j'espère que le film a l'air cool, franchement, mais ça va rester du Marvel. Ça va peut-être rester du Marvel, mais déjà, on aime ça, mais visuellement, je sais pas si vous avez vu les trailers, mais franchement, visuellement, c'est beau. Tu prends un film des frères Russo à côté, leurs films, ils ont l'air gris à côté. Je sais pas ce que. Il a quand même un talent, ça. Moi, les frères Russo, je serai jamais un défenseur. Hein. La caméra à 32 partout, c'est filmé, on dirait un truc de la télé, c'est éclaté ce qu'ils font, les frères Russo. Je n'aime pas. Pour moi, les frères Russo, en fait, c'est con, mais dans ce qui a été fait chez Marvel, parce que quand je dis c'est du Marvel, hein, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que c'est la formule Marvel. Pour moi, les Russo, c'est ceux qui, pour reprendre une formule de Zach, respectent leurs personnages. En tout cas, dans la grande majorité des cas, si on compare par exemple à ce qu'ont fait des gars comme Whedon ou Waititi. Mais par contre, visuellement, c'est éclaté, quoi. Visuellement, c'est éclaté. Mais ça reste des bons films. Enfin, Infinity War, pour moi, reste aujourd'hui le meilleur film Marvel qui a été fait. Donc, moi, le problème, c'est l'un des meilleurs aussi. Infinity War. Endgame, non. Mais Infinity War, ouais. Endgame, moins. Endgame, c'est un moins bon film, mais c'est un bel hommage à 10 ans de film, tu vois. Donc pour moi, ça marche quand même dans un certain niveau, mais c'est un moins bon film en soi. C'est 400% fan service, quoi. Un peu comme New Way Home finalement, mais ça reste vraiment pur fan service. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais au bout de 10 ans, un film fan service dont le but est clairement de dire merci et adieu à une partie des acteurs, bah ça peut marcher dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça va. Bon, alors on a vu l'apparition d'un truc marrant sur Twitter aussi, c'est qu'il y a des comptes Twitter qui sont en train qui sont des comptes fans, tu vois, Fan News, Bad Girl News, The Flash officiel. News. Template. Et dans la pub, il y a écrit copier-coller. Ouais. Les Vengeurs de dans toutes les bios, c'est la même chose. Copier-coller de fou dans toutes les bios non affiliées avec Warner Bros. En fait, t'as un gars qui fait la même chose partout. Ce compte est non officiel. Le gars te sort des photos de tournage retouchées, machin. Mais non, mais Warner, mais putain, mais pourquoi vous assumez pas votre promo? Pourquoi? J'en peux plus. C'est pitoyable. Là, dernièrement, tu sais ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que quand ils postaient des photos Bad Girl News, ils taguaient soi-disant un photographe Shutterstock. Mais tu nous prends pour des connards, Warner Bros. C'est pas possible. C'est trop. Je supporte. Pourquoi c'est eux qui tiennent d'ici?
Honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent au niveau communication. C'est entre les choses C'est qu'ils lamentable. disent, les choses qu'ils disent pas, les choses qu'ils assument pas, les choses où ils essaient de se rattraper, mais en fait, ils font plus de la merde. Et moi, je cherche même plus à comprendre. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que Flash et Batgirl, je m'en fous. Donc, ils peuvent Ouais. bien faire des comptes officiels ou pas officiels. Hein, ça me touche pas plus que ça. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment ce côté un peu prendre des gens pour des cons et faire des comptes pour faire genre, t'as des... En fait, c'est pour te faire croire qu'il y a des fans autour de ces films. Genre, t'as des gens, ils sont tellement fans qu'ils ont fait un compte et ils sont tellement fans qu'ils sont sur le tournage et qu'ils ont ils sont tellement fans qu'ils ont un badge et une caméra, tu vois. C'est le gars, il a gagné au loto. Il a dit, moi, mon rêve dans la vie, c'est d'aller sur le tournage de Batgirl. Non, mais voilà, c'est pour... Tu vois, aujourd'hui, des comptes fans qui génèrent de la visibilité, il y en a beaucoup. Et c'est de la free promo pour les studios. On l'a fait avec le Snyder Cut. Et eux, ils essayent de nous faire croire ça. Bah non, désolé, ma gueule. Il n'y a peut-être pas autant de fans que The Flash. On aime le personnage, on aime bien l'acteur, mais le projet n'est pas alléchant. C'est le compte Flash, là, par exemple. À la base, c'était un fan de l'univers Snyderverse. Et il a vendu son compte, justement, à quelqu'un. Je pense que c'est peut-être un employé de Warner Bros. Ou autre, qui, Non, mais c'est justement... la... Il en profite maintenant avec toutes les personnes qui ont follow ça, à poster des trucs, des images du tournage. Mais en plus, le pire, c'est que quand tu regardes la description de ces comptes-là, c'est des templates. C'est du Oui, c'est tout copier-coller. le temps la même. C'est tout le temps la même description. Non affilié à Warner Bros. Alors que... Mais ils font ça chez Warner Bros. Tu vois, par exemple, tu as le site batman-news.com. À la base, ça appartenait à un mec il l'avait créé, il l'a vendu, je crois, en 2012-2013, un mec qui s'appelait Chris. Et son compte a été racheté justement par une société intermédiaire. Et maintenant, ce site ne fait que en sorte de publier des images comme ça que personne d'autre ne pourrait avoir accès, en fait. Tu vois, des images du tournage, je sais pas, des jouets qui sont liés à Warner Bros, etc. Et genre, c'est pas grillé, quoi. Bon. Qu'est-ce qui les empêche de créer un compte eux-mêmes, The Flash Film? Parce que ils en ont. Comme Gokan il dit, ça leur a permis de récupérer un tas de gens qui suivaient déjà et qui d'un coup se disent, ah ouais, je suis le compte non officiel de Flash, tiens. En fait, dans tous les cas, ils en ont, Warner Bros. Ils en ont des comptes officiels. Par exemple, tu prends le compte officiel de DC Comics France, c'est un compte officiel, tu vois. Mais peut-être que les comptes officiels, ça ne marche pas aussi bien finalement que les comptes non officiels avec 20 000 followers. Par exemple, tu regardes le nombre de likes des tweets qui sont liés à Batman dans la page DC Comics France. Est-ce que tu en vois beaucoup des tweets qui ont 1000 likes? Je regarde les tweets, tu as 34 likes, quoi. Ok. Ouais. Peut-être que ça marche pas. Je sais pas. Ouais, mais voilà, moi, c'est ce principe de nous prendre pour des cons qui m'énerve et je trouve que une fois de plus, les mecs sont... En fait, je voulais faire un mème, mais j'ai pas trouvé la scène. Si vous avez la scène, si quelqu'un qui regarde la vidéo a la scène, envoyez-la moi, je vous en supplie que je fasse le mème. Mais je sais pas si vous vous rappelez, dans la série Malcolm, t'as un épisode où Greg, tu sais, Greg, vous avez vu Malcolm, obligé. Oui, c'est quoi? C'est le truc où il dit... tu parles du mime où il dit regarde, tout le monde s'en fout, là? Non, pas du tout. Non, parce que ça, c'est dans Jurassic Park. Tu as... C'est dans Jurassic Park. Mais oui, quel Greg, merde, je connais bien Malcolm. Greg, c'est le voisin, le gros, qui a plein de chats. Ah oui. Mais si, mais moi je trouve que Et il est dans Jurassic Park, lui? Non, dans Jurassic Park, t'as la scène où on lui passe les embryons au début, et il lui dit fais attention, machin, et je crois je me rappelle plus ce qu'il dit, mais je crois qu'il gueulait, il y a des œufs de dinosaures ici. Après il dit, ouais, tout le monde s'en fout. C'est ça que tu parles, avec la chemise hawaïenne? Bah, ah tu ouais, confonds avec ça. Ah ouais, je croyais que c'était le gars de Malcolm, moi. Non, et ben Greg, en tout cas, il y a une scène où en fait, je crois il doit garder Dewey, un truc du genre. On pensait que ça allait mal se passer, finalement ça se passe très bien. Et en fait, il joue à cache-cache. Et Greg, il se cache derrière le rideau. Il y a ses pieds qui dépassent et il y a son gros corps qui tremble, qui rigole derrière le rideau. Et Dewey le trouve et après il pleure. Il dit avant on me trouvait jamais. Warner, c'est la même chose. Ils sont là. Il y a leur gros corps et leur grosse pompe qui dépasse du rideau, ils sont là, putain, je pose des trucs. Tout le monde sait que c'est toi, frère.
Donc voilà, si vous avez la scène, envoyez-la-moi, comme ça je vais le poster, j'aurai plein les likes, et puis après ma vie elle va changer, je me sentirai bien tous les jours. Voilà, bon, on continue. On continue avec un truc intéressant aussi. Là, il faut que je prenne mon phone. Ah bah non, putain, c'est lui qui filme. Donc, vous avez le screenshot du dernier post de Zach avec Happy 214 avec le... Attends, non, il y en a deux en fait. Ah non. Zach a fait un post le 14 février. Alors, pour ceux qui sont déconnectés, le 14 février, c'est le deuxième mois, et 14. Et donc, 214 chiffres. Okay. Non, excuse-moi, je suis encore plus en retard que toi. Toi aussi, tu es en train de faire le calcul. Ouais. 214 chiffres symboliques, parce qu'à la base, il nous avait annoncé que le Snyder Cut ferait 214 minutes, 3h34, et finalement, non, il en fait 4h, c'est encore mieux. Et donc, c'est resté symbolique, et chaque 214, il fait souvent un post. En tout cas, ça nous a aidé aussi à avoir des miettes quand on n'avait pas encore la confirmation du cut, ce genre de choses et tout. Et il se passe toujours des choses le 214. Et là, le dernier 214, il a posté une photo du cut, et il a posté une citation dessus d'Excalibur. Donc au début, on ne savait pas trop d'où venait la citation, mais finalement, elle est venue de... On a vu qu'elle venait du film Excalibur, qui est son film préféré. À savoir que, lorsqu'on était en train de faire en sorte que Justice League puisse voir le jour, il utilisait énormément de citations d'Excalibur, parce que c'est son film préféré, et il a toujours utilisé ça pour nous teaser des trucs, quoi. Pour nous teaser, pour nous motiver à continuer le combat. Et je voudrais vous lire la citation dès que je la retrouve. Voilà. Donc, I must ride with my knights. Donc, je dois avancer avec mes chevaliers. To defend what was. Pour défendre ce qui était. And the dream of what could be. Et le rêve de ce qui pourrait être. Joyeux 214. Si avec ça, tu dis que tu perds espoir, dégage. Get the fuck out of here, comme je l'ai dit sur mon Twitter. Franchement, c'est clair. Moi, j'ai vu ça, j'ai kiffé. Je sais pas vous, mais j'ai vu ça, je dis, on va y arriver. Déjà, il y avait eu le coup de la dinde avec l'omnibus derrière. Hein. Ah ouais, putain. Et, bon, non, tout le monde fait des photos de dinde à Thanksgiving avec un comics derrière de Darkseid. Avec le comics. Tu vois, avec le comics. Juste là, ouais, mais tu sais, parce que Snyder, il connaît pas la photographie et tout, donc des fois, il y a des trucs qui se retrouvent là dans les plans sans faire exprès, tu vois. C'est pour un super plan de travail tout propre. Super plan de travail tout propre de sa belle maison, là, qui ressemble à la maison de Bruce Wayne. Et comme par hasard, Thanksgiving, le jour de coupage de dinde, il y a un comics qui traîne là. Pour rappel, ce comics, quand les gens l'ont vu et ont compris, était en rupture de stock sur Amazon et sur Amazon de différents pays. Oui, mais très vite en plus, en quelques heures, il n'y avait plus rien. Quoi. Il était flouté sur une table. Les gens ont reconnu Final Crisis, Omnibus, ils ont acheté le truc qui coûte cher en plus. Rupture de stock mondiale. Le mec, il vend plus de DC tout seul que DC avec de la pub. Il te floute un truc dans le fond, les gens se jettent dessus. C'est les cultistes, ça. C'est des tarés. Ouais, enfin bref, je voulais juste parler du post. J'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus, mais c'est bien de le dire. Ça motive tout le monde et voilà. Oui, tout simplement qu'un post comme ça nous montre que c'est pas fini, quoi, tout simplement. Et que, de toute façon, on voit trop de trucs en ce moment pour penser non seulement que c'est fini, mais bien au contraire, même pas seulement que c'est pas fini, mais que c'est en bonne voie, quoi. Ouais, c'est entre bonne voie. Moi, je pense que là, on est dans une période différente de celle du Snyder Cut où tu vois, on a fait le million de tweets en novembre et puis on a eu l'annonce du film en mai. Donc, il y a eu beaucoup de mois et pendant ces mois, il fallait vraiment maintenir la flamme. Au bout d'un moment, on commençait à comprendre que c'était sûr qu'on avait gagné, mais on ne saurait pas quand, comment et tout. Et c'est pas la même époque. En fait, je trouve que là, pour moi, c'est quasi... Moi, je suis confiant depuis que le film est sorti, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais douté. Je ne sais pas quoi, quand et comment, parce que je me dis, qui peut ignorer un très, très gros succès ? Il n'y aurait pas eu Discovery, peut-être que là, on aurait été vraiment dans la cave. Moi, en effet, entre le moment où tu as... Sarnoff et tout, qui ont commencé à dire bon, Zach, il a fait sa trilogie, merci à lui, c'était cool, maintenant on passe à autre chose. Et la vraie annonce de la fusion, et voilà, et même quand Zaslav est arrivé, on se dit bon, enfin quand on a annoncé Zaslav, on s'est dit bon là c'est cool parce que le mec c'est un businessman, quoi,
Il peut pas ignorer ça. Un nouvel espoir. Mais... De quoi David Zaslav, un nouvel espoir. Un nouvel espoir, voilà. Ouais, voilà. Donc, on a de l'espoir, mais c'est vrai qu'il y a quand même du doute. Moi, tu vois, j'ai toujours été un peu en mode est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être une autre déception? Parce qu'on avait de l'espoir, cette équipe, quand Sarnoff est arrivé, la campagne des lettres, quand Killar est arrivé, bon, lui encore, il nous a donné la Snyder Cut, mais des déceptions, on en a eu, tu vois. Et on sait jamais, si ça se trouve, Zaslav, il arrive et puis il dit non, en fait, on s'en bat les couilles. Mais bon, non, on dit qu'il faut garder une réserve, il ne faut pas croire que c'est garder une réserve. Mais moi, je suis quand même très confiant parce que c'est déjà dans leur annonce de fusion, Justice League, Zack Snyder Justice League a été mis dans la catégorie des marques telles Matrix, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Donc pour moi, ça y est, c'est plié. Voilà. Maintenant, oui. Avec les derniers signes et les dernières annonces et puis les communications. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit, je ne sais plus qui exactement, il y avait Klestov, il y avait... Ouais, Klestov, il a... Assistant photographe, pour rappel, assistant photographe, et il a shooté notamment les glaciers au début quand il y a Bruce Wayne qui voyage. En gros, pour moi, il commence à y avoir des gars qui communiquent de la même façon qu'il y en a des acteurs et tout qui communiquaient au moment où la Snyder Cut, en gros, c'était décidé, nous on le savait pas encore, mais que c'était décidé. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a des gars qui commencent à communiquer de la même façon. Et je trouve que Zack est moins actif qu'avant, mais avant on se battait pour faire sortir le film, il y avait beaucoup plus d'embûches. Là je trouve que il est occupé, il a Rebel Moon, il a Las Vegas, il a Twilight of the Gods, Planet of the Dead, plein de choses qui sont comme ça en attente. Éventuellement faire de la place pour revenir vite faire Justice League dès qu'on lui dit oui. Donc je pense qu'il est très occupé. Et tu vois, c'est pas comme avant, il teasait beaucoup. Là il tease moins. Peut-être même que ça veut dire que c'est safe en fait. Donc ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter de se faire remarquer, surtout avec le 18 mars qui approche. Mais voilà mon opinion là-dessus. Donc enfin bref. Ouais. J'arrive jamais à trouver le bon à m'immiscer dans le truc. Bah, tu balances. Faut faire mais. Alors moi mon opinion c'est que honnêtement j'avais douté à l'époque que Warner Bros accepte de release la Snyder Cut. Le jour où ça a été annoncé, pour moi, le plus difficile a été accompli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de studios vers lesquels tu pourrais aller. Par exemple, si les studios comme de cette ampleur, genre, je sais pas moi, Disney et autres, jamais ils accepteraient de sortir une autre version de leur film. Et là, on a réussi à faire quelque chose à l'époque avec AT&T et autres. Aujourd'hui, il y a quand même, pour moi, un petit espoir qui est une suite pour la Snyderverse, tu vois. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on le voit tout le temps. La Snyder Cut est sortie, les haters ont dit c'est bon, ils vont se calmer dans 2 semaines quand ils vont voir que leur film il est bien pourri là. Alors que non, au contraire, ça continue. Là, t'as The Batman qui est sorti, t'as encore des gens qui sont à fond sur cette Snyderverse. Parce qu'au final, est-ce que, même par rapport aux gens qui ont vu The Batman, est-ce que finalement ça a apporté quelque chose de plus? Peut-être pas. Du coup, ça continue, tu vois, cette Snyderverse. Et du coup, là, je me dis, comme toi tu l'as dit aussi, là Snyder il est vraiment occupé avec Rebel Moon. Et Rebel Moon, ça va être un film au moins en 2 parties, j'imagine. Il travaille aussi en collaboration avec Jay Oliva sur l'univers de Army of the Dead. Du coup là c'est... Il a du boulot là, Zack. Tu vois, il a une autre Snyderverse encore, tu vois. Pas forcément d'ici, mais il continue à travailler sur ça. Du coup, si on prend en compte tous ces paramètres, même si on venait à restore de Snyderverse, ça serait quand? Dans 2 ans, 3 ans? Peut-être pas, parce qu'il pourrait faire de la place dans son planning en fait. Il pourrait très bien se dire, bon, par exemple, la suite d'Army of the Dead, elle est safe, elle est chez Netflix, pause. Il passe pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est en train de bosser, il va commencer son tournage. Bah, il pourrait enchaîner sur un tournage, par exemple, en 2023. Tu vois Moi, je pense absolument ça aussi. Sachant que... Ouais, parce qu'en fait, il sait aussi, il est conscient, l'âge des acteurs est en train de tourner. Et puis lui, ça lui tient à cœur, il a très envie. Il avait dit, si Discovery m'appelle, let's go. Let's go. Donc en fait... Sans même parler de l'âge des... Ouais, excuse, vas-y.
il y a 6 mois de tournage pour Rebel Moon, ça a commencé, je crois, en février. Il fait ses 6 mois, là, août-septembre, il a terminé. Discovery, coucou, t'es dispo pour venir faire Justice League? Allez hop, la post-prod, on sait très bien qu'il sait gérer plusieurs choses à la fois, et il a le générique, il n'a pas écrit Zack Snyder tout seul à la fin. Il y a 500 personnes derrière, il y a les studios qui bossent, lui il donne les directives, et puis il revient, il check, tout comme il était en train de finir Army of the Dead et Justice League en même temps. Donc, non, moi je suis je suis convaincu que le jour où c'est bon, il fout tout en pause pour Justice League. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il fera pour ses fans ou quoi, c'est pour lui avant tout, il voudra le faire, je le pense. Après... Mais moi aussi je klaxonne du coup. Non seulement je pense que que si en effet il doit faire les suites de Justice League pour l'âge des acteurs, mais aussi parce que s'il a l'autorisation de faire les suites de Justice League, Warner et Discovery n'auront pas intérêt à attendre 10 ans pour que la suite se fasse. Je pense que si ça doit se faire, nous on le sait pas, ça va pas être annoncé. Ils vont attendre que Discovery soit à la tête de la boîte pour faire ce genre d'annonce. Mais ça me paraît presque certain que aujourd'hui, Zack, si admettons ça a été décidé qu'il fasse les suites de Justice League, pour moi c'est déjà décidé et il sait déjà quand il va le faire. Il va pas. David Zaslav là, il attend pas je sais pas combien en avril de prendre la tête de Warner pour dire alors du coup t'as de la place dans 5 ans pour faire un film. Non, ça a déjà été décidé. Moi je pense même qu'il a déjà eu des appels et que c'est pour ça qu'il a posté Omnibus et tout. Tu crois vraiment qu'il va te poster une photo de Thanksgiving avec un omnibus, un putain de bouquin de 1000 pages, c'est exactement ce que je t'ai dit. Et alors qu'il n'y a aucun projet? Moi je pense qu'il a déjà eu des appels et peut-être pas des appels qui disent ça y est on signe. Soit c'est déjà fait, ou soit c'est tout simplement un appel du genre écoute, on va faire notre possible, commence déjà à te préparer et on peaufine au fur et à mesure. Quand on a fait le million de tweets, c'était pas gagné. Toby Emmerich, soi-disant, Toby Emmerich a appelé le lendemain, mais les négociations ont pris des mois et ça a failli tomber à l'eau, mais il s'est battu. Ça a failli tomber à l'eau parce que Toby Emmerich s'est enculé, il voulait poster le film sans les effets spéciaux terminés. Ensuite, il y a eu le cas de Green Lantern, il y a eu plein de choses. Et à un moment, avec Green Lantern, il avait dit qu'il était prêt à tout lâcher, mais qu'il ne l'a pas fait. Parce que finalement, son Snyder Cut, c'était pas tellement un Snyder Cut, c'était un Toby Emmerich Cut. Donc, c'est quoi cette Director's Cut qui n'est pas vraiment ce qu'il aurait aimé? Là-dessus aussi, t'inquiète, moi j'ai toujours cet espoir, bon c'est un petit peu une utopie, mais que si un jour on a les suites Justice League 2 et 3, d'un coffret intégral des 3 films avec une sorte de final cut, tu vois, du premier Justice League. Parce que comme tu dis, c'était pas encore tout à fait la Snyder Cut au final. Il a dû faire des concessions. Et il a la scène dans son téléphone, il l'a dit, tous les jours, elle est là, la scène avec Green Lantern, terminée. Il a la scène, et si demain, il a tout le casting pour faire Justice League 2, rien ne l'empêche de retourner une ou 2 scènes pour foutre dans une autre édition de Justice League. Bon, ça, c'est évidemment, après, c'est peut-être, on ne sait pas, un jour. Ouais, c'est pas impossible, tu vois. Allons vers un sujet qui va peut-être vous dresser les cheveux sur la tête. J'en ai pas, donc... pas. J'en ai de moins en moins. Ils vont pousser très vite. La Justice League dans Peacemaker. Oh putain. Non, c'est bon. Ouais, salut. C'est une question, ça? Ouais, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut pas laisser en fait de la merde se propager. Il faut. On fait quoi? On se met à poil? Je sais pas. Je rentre dans l'ambiance. Ah ouais, je veux dire non, c'est pas le but. Mais je vois ce que tu veux dire. Si c'est un film de James Gunn, ça me dégoûte. C'est quoi c'est pas possible que Peacemaker soit un personnage, c'est un méchant, un peu en mode Deadpool, machin, blabla. D'accord, je veux bien. Mais pourquoi est-ce qu'il faut diminuer à ce point la Justice League? C'est lui le personnage trash. C'est pas Flash et Aquaman. C'est honteux. En fait, c'est comme le disait Warren Buffett, il me semble que c'était Warren Buffett qui le disait, tu peux mettre 20 ans à construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. C'est un peu, pour moi, c'est faire ça. Sous prétexte. Vous vous rendez même pas compte. Je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point James Wan a dû, j'imagine, se casser le cul pour justement ne pas foutre des blagues liées au baisage de poisson, je sais pas quoi. Donc là, franchement, quand j'ai vu cette scène passer sur Twitter, je regarde pas Peacemaker, ça m'intéresse
Pas tant que ça. J'ai vu les trailers officiels, etc., où il lâche des caisses dans tous les sens. Ah, c'est drôle. Ouais. Mais franchement, quand j'ai vu cette scène, Sofiane, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est censé être drôle? Est-ce que ça fait rire le public américain? Peut-être que c'est ça, finalement. En fait, Peacemaker, ça marche. Franchement, pour le public américain, peut-être. Je me dis, et quand je regarde ça, je me dis, non, c'est de l'humour, 14 ans, quand tu étais au collège, quand tu sortais des conneries en dessous du pantalon, tu vois, c'est... L'image que j'en ai, et je vais prendre le risque de dire des choses un peu qui plairont peut-être pas, et de toute façon, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, hein, j'ai pas vu la série, j'ai vu des extraits parce que je me ferais pas violence, il y a hors de question que je regarde ça. Mais moi, Peacemaker, quand tu vois John Cena avec son tweet sur la guerre en Ukraine, j'ai vraiment l'impression que son public... Il fait une promotion de Peacemaker en se basant sur un événement réel entre la Russie et Mais j'ai l'impression, en fait, que les... Pourquoi ? J'ai l'impression que les gens qui aiment ça, c'est un peu le cliché américain. C'est des beaufs. Beaufs américains, beer, barbecue et gun. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais il y a aussi beaucoup de personnes bisexuelles ou homosexuelles sur Twitter qui représentent ce film. Je le dis parce qu'ils mettent le drapeau. Et apparemment, ils seraient bisexuels, Peacemaker. Alors peut-être qu'ils s'identifient parce qu'ils sont contents d'avoir enfin un personnage qui assume sa bisexualité. Et c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose vraiment avec cette série que je comprends pas en fait. Je comprends pas comment des gens qu'on puisse aimer chacun ses goûts. Sois objectif. Quand tu dis que c'est la meilleure série de tous les temps, calme-toi. C'est pas. Tu peux. Donc c'est mieux que Game of Thrones. C'est la meilleure série de tous les temps. C'est mieux que Breaking Bad. J'ai dit ça, je suis mort de rire. C'est mieux que Better Call Saul. C'est mieux que Better Call Saul. Bah oui. Oh, regardez. Oh, non, après, j'ai quand même envie de mesurer un peu le truc là. Bon, moi non plus, j'ai pas vu Peacemaker, mais c'est vrai que nous, ce qu'on voit en fait, c'est les bouts de scène que nous partage. Voilà, c'est complètement hors contexte, mais c'est surtout qu'on a vu, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu 3-4 scènes de 1 minute, voilà, où à chaque fois c'est des proutes et des conneries. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas vu non plus tous les épisodes. Est-ce qu'on sait pas ? Je connais quelques personnes en qui j'ai à peu près confiance au niveau des goûts. Ils me disent que la série, elle a plus de contenu que ça, tu vois. Donc, oui. C'est difficile. C'est pas pour complètement démolir Peacemaker ou autre, mais moi je comprends ce qu'a dit Sofiane. C'est que tu vois, par exemple, tu as par exemple certains personnages comme Vigilante ou je sais plus quoi, le personnage de Peacemaker, qui sont bisexuels. Donc t'imagines, t'es sur Twitter qui est rempli de diverses communautés qui vont forcément se sentir, tu vois, qui vont s'identifier à ces personnages parce qu'ils sont bisexuels ou autres. Tu as par exemple une scène que j'ai vue qui a eu beaucoup de likes sur Twitter, c'est Vigilante qui se met à table il est en prison, je crois, il s'infiltre en prison, je sais pas quoi, et il parle à des nazis, tu vois, et il les traite comme de la merde, tu vois. Et forcément, ça fait plaisir aux gens qui sont sur Twitter de voir ce genre de scène, un personnage défendre une certaine communauté face aux nazis. Tu vois, je comprends pourquoi ça marche. Et je dis pas que la série Peacemaker c'est de la merde, parce que je suis quasiment sûr qu'il y a plein de scènes comme ça qui sont bien. Par exemple, celle où il défend des minorités, des communautés, etc. Mais quand tu vois que tu passes d'une série comme... que tu passes d'un Snyderverse sérieux, construit, tu vois, à un univers prout beauf, tu te dis, mais ah ouais, on est passé de ça à ça, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un checkbox. Bisexuel, c'est fait. Les gros mots, c'est fait. Le côté c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Et voilà, ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, autre chose, faut savoir que
James Gunn bénéficie d'une liberté créative totale au point qu'on ne vérifie pas son travail avant que ce soit fait, avant que ce soit posté, quoi, faut que ce soit... et que la scène de la Justice League, elle n'a pas été checkée. Il l'a dit lui-même en interview. On lui a laissé faire ce qu'il veut. DC Comics ou Warner n'a pas vu la scène avant qu'il l'a. Ils l'ont dit ok, allez, prends la Justice League. De toute façon, on le sait depuis un moment que Toby et compagnie, ils veulent donner tout ce qu'ils veulent à James Gunn et qu'il fasse. Non, mais au point qu'ils puissent prendre la Justice League et qu'ils puissent l'inclure dans une scène sans même que quelqu'un n'ait son mot à dire. Enfin, c'est incroyable. Et là, derrière, t'as Zack qui peut pas inclure Green Lantern. Non, mais... Parce que Toby, il aime James Gunn, il aime pas Zack, c'est tout, simplement. Et quel fils de pute, ce mec, c'est pas possible. Mais à la limite, ça me fait penser à un truc, là, parce que depuis hier, là, tu sais, avec les annonces qu'ils ont faites pour pouvoir repousser pas mal de films et tout, je commence à entendre pas mal de gens, notamment dans certains groupes de discussion qu'on a, qui commencent à rêver d'un univers à nouveau uni, de modifications faites sur les films comme Flash ou Black Adam, qui viendraient suivre le Snyder Cut. Ouais, je m'en bats les couilles, moi. Mais c'est même pas que je m'en bats les couilles, c'est que j'en veux pas, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on se bat théoriquement, c'est pour la vision de Zack, donc un univers, on va dire, condensé, entre guillemets, avec un début, un développement et une fin. Enfin, je sais pas Dwayne Johnson va nous sortir un film Black Adam. Peut-être que je me tromperai. Et en fait, j'espère que je me tromperai. Mais il va nous sortir un Black Adam du micro-ondes. Là, pareil, checkbox dans tous les sens. Il y aura peut-être des bons VFX. Parce que c'est pas un film Netflix. Parce que Red Notice... J'ai regardé pour juste comme ça. Hein. J'ai regardé comme ça parce qu'on a rien à faire le soir. T'as regardé la scène où ils sont dans... Le taureau Le taureau, ouais. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Netflix, les gars, ils font des milliards. C'est quoi le budget de ce film, déjà ? Il est élevé, le budget de ce film. Hein. À partir du moment où t'as Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson dans un film, déjà, le budget, il est élevé. C'est pas possible, les gars. T'as vu la scène où ils portent les 200 millions de dollars. Le budget 200 millions de dollars. Mais c'est le casting, les gars. C'est le casting. La scène où ils veulent s'évader de prison. À un moment, ils portent une pierre. Tu la vois, elle est en plastique. On dirait qu'il l'a achetée chez Jiffy. C'est pas possible. Non, mais en plus, c'est masse. Mais bon, bref. Donc voilà, Dwayne Johnson, aucune confiance. Flash, on s'en bat les couilles. Enfin, non, le DCU. Quoi que le film Black Adam, il pourrait marcher, ne serait-ce que parce qu'il y a The Rock dedans. Dwayne Johnson. Je te corrige. Il va marcher. Hein. Il va marcher parce qu'il y a The Rock. The Rock, les gens vont voir les films parce que The Rock est cool. Bah oui. Mais là, j'en peux plus, moi. Moi, la dernière fois que je l'ai vu dans un film que j'ai bien aimé, je pense que c'est dans No Pain No Gain, un film que j'aime énormément. J'ai une affection particulière pour ce film. Je crois que c'est mon film préféré de Michael Bay. Je sais pas pourquoi. Ouais. Beaucoup diront ouais, moi je préfère le premier Transformers, machin. Et moi c'est No Pain No Gain. Ah mais putain. J'ai adoré ce film. J'adore ce film aussi, c'est un truc de ouf parce que ce film est complètement... on fait une parenthèse, on en parle. Ce film, moi j'y suis allé avec aucune attente, mais j'ai vu, c'était à l'époque où je faisais pas de crossfit, je faisais de la muscu, et du coup j'ai vu Dwayne Johnson et Mark Wahlberg, il y a des gros muscles assis sur un bench avec un drapeau américain. J'ai dit c'est à la fois beauf, mais je sais pas, il y a un truc... La photo était stylée, je dis mais de quoi ça va parler? Et puis No Pain No Gain, c'est un terme qui était très utilisé, Pain and Gain pour le titre américain, et je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, au début, t'es un peu pris au dépourvu parce que le film il est chelou, tu vois. Et au fur et à mesure, ça avance et ça part en couille. Et plus ça part en couille, plus tu te dis mais attends, c'est vraiment une histoire vraie? Jusqu'à le film, il va te le dire, il va faire arrêt sur image. Et là, t'as Dwayne Johnson qui est en train de faire un barbecue là. Arrêt sur image, ça aussi c'est vrai. Il est en train de faire un barbecue d'une main. Incroyable. Tu l'as vu, Steph? Non, du tout. Putain, non, parce que moi j'ai vu deux gars sur un banc de muscu, je me suis dit non, ça va. Ouais, non. Franchement, faut que tu le regardes. C'est le meilleur Michael Bay. Sa réalisation, elle est toujours là, mais elle est mieux que d'habitude. Aux petits oignons, il y a toujours ces caméras au ralenti tournantes, il y a de l'action. Et en fait, c'est un film, c'est l'histoire vraie de... Bah non, je vais rien te dire. Fais-moi confiance, je vais rien te dire. Ouais. Ne lui dis rien. Un truc qui a été vrai. Et en fait, à la fin, de toute façon, dans le générique, tu verras les vraies images, quoi. Et ça se passe à Miami et c'est vraiment au début. Mais toi, t'aimes le cinéma, donc je pense que tu peux tenir le coup. C'est pas nul le début. Moi, j'ai accroché tout de suite. Mais j'ai compris pourquoi d'autres personnes avaient un peu du mal.
c'est pas comme d'habitude, c'est spécial. C'est du Michael Bay, il y a un peu, tu sais que Michael Bay c'est un peu un beauf de temps en temps, des zooms sur des culs, des trucs, voilà. Mais je sais pas, plus ça avance et plus c'est une dinguerie ce film. Non, mais honnêtement, vous allez rire, mais j'aurais pas su que c'était Michael Bay. J'aurais peut-être dit, ah tiens, c'est peut-être un Scorsese, il a fait un truc à la Wolf of Wall Street, un truc, une connerie dans le genre. Mais on reconnaît son style à la caméra, on reconnaît les explosions avec les étincelles. Alors, je suis pas un expert de Michael Bay, mais franchement, parmi tous les films que j'ai vus de Michael Bay, celui-là, c'est quand même celui qui m'a le plus marqué. Il faut que tu le vois absolument, Stéphane. Bon, peut-être qu'on te l'a tellement vanté que tu vas dire ah ouais, c'était cool. Okay. Stéphane, dès que tu reviens en France, tu viens à la maison. Hein? Il est sur Netflix, mais moi je l'ai en Blu-ray. Comme tu veux, soit tu le regardes, ou soit dès que tu reviens en France, tu viens à la maison, on le regarde. D'accord, ça marche. Mais alors Michael Bay, tu peux le reconnaître très facilement. Il y a toujours quelques blagues de merde à la con, déjà. Il pourrait être pote avec James Gunn. Quand ça explose, ça fait des étincelles en mode feu d'artifice. Et il y a souvent des caméras qui vont tourner, je sais pas comment on appelle ça, un plan, ça va tourner autour du personnage. Et avec de la slow-mo. T'as souvent un mec qui se relève au ralenti, comme dans le film Rock. T'as un plan bien appuyé de Nicolas Cage après une explosion. Je crois que c'est après l'explosion du train de tramway de San Francisco. Ce qui pète une voiture, une bagnole, ça explose. Et en fait, il se relève. Et la caméra, je crois que c'est de la contre-plongée. Et elle tourne autour de lui, avec lui qui se relève en slow-mo et tout, en mode héros, quoi. Donc, il a des trucs comme ça. C'est dans tous ces films-là même. Tous ces films. Transformers. Parfois même, c'est Megan Fox. Ouais. dès que possible. Bon, enfin bref, je sais plus comment on en est arrivé là, mais en tout cas, Peacemaker, moi, ce que je voudrais conclure, on en était arrivé là à une question à laquelle vous n'avez pas répondu, du coup. Ouais. C'est quoi? C'était du fait que, ce que vous pensiez, vous, de ça. Est-ce que vous voulez un Snyderverse qui reste succinct, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous voulez un truc où tous les films, du coup, font partie du Snyderverse? Moi, c'est simple. Moi, je veux Justice League 2 et 3. Si on peut avoir un Ben Affleck solo, un Ayer et plein de trucs en plus, pourquoi pas. Ça, oui. Là, surtout, c'est Justice League 2 et 3. Mais t'as pas envie, soudainement, qu'on fasse plein de changements dans Flash pour que ça colle à la Snyder Cut? J'ai pas envie, mais s'ils le font, je serais content. Ça sera une motivation pour aller le voir et on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, j'ai peur que ce soit bancal. Parce que comment inclure Black Adam dans l'univers de Zack alors que Zack, c'est qu'un univers de 5 films, machin. Donc, j'y crois pas trop et je m'en bats les couilles. Moi, je veux pas voir Shazam dans le Nightmare. Hein. Tu vois, je veux pas Nightmare. Oh non. Ou bien c'est pour qu'ils peuvent... Zack, il a une histoire, elle est déjà écrite, elle est nickel comme elle est. On n'a pas besoin de connecter d'un coup. On va pas faire du Marvel, c'est ce qu'on a reproché à Marvel pendant longtemps. On va pas commencer à dire, vas-y, on fait pareil, on fait 40 films, tous connectés. Enfin, ça sert à rien, on s'en fout. Déjà qu'on n'aura pas le Riddler qui va se tirer une balle une fois qu'il aura compris ce qu'était l'anti. Mais ça, en vrai, c'est pas impossible. Hein. Il peut très bien, dans le Nightmare, nous mettre le Riddler. Hein. Tu l'avais vu, ça, Goka? Honnêtement, j'ai pas regardé les storyboards parce que je voulais pas me faire spoiler. Mais de toute façon, il a dit que c'était plus d'actualité. Vous pouvez en parler si vous voulez. Hein. En gros, dans le Nightmare, t'as Batman qui va retrouver le Riddler. Le mec était parti s'isoler, je sais plus où il était retenu prisonnier. Il bosse pour Lex surtout. Il me semble que c'est Lex qui lui fait chercher l'équation anti-vie. Il va résoudre l'équation anti-vie et quand il va voir ce que ça donne, il pète un câble et il se tire une balle. Wow. La manière dont vous me l'avez décrit là, ça me rappelle le film Martyrs où je sais pas si vous l'avez vu, le film français de gore, ultra gore. Hein. Je crois que c'est peut-être même encore plus gore que. Pourtant, ça avait fait le buzz à l'époque, le film Martyrs. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. Peut-être que je devrais pas vous le spoiler ou autre. Peut-être que. Non, je sais pas. Pour la discussion. Mais en gros, tu vois, à la fin du film, ils veulent trouver le secret de ce qui se passe après la mort. C'est pour ça qu'ils torturent des gens, ils leur arrachent la peau, ils leur crèvent les yeux, etc. Bon, bref. Et. Tes soirées.
Et boum, la personne, quand elle apprend ce qui se passe dans l'au-delà, elle se tire une balle et ça finit comme ça. Et là, vous m'avez sorti un truc, les gars, c'est ah oui, il découvre l'équation anti-vie et il se tire une balle dans la tête. C'est un peu ça. Mais moi, je disais sur la discussion qu'on a sur le groupe Souffle, ou je sais plus si c'est à toi que je disais, moi, ça me fait penser au film Netflix Bird Box. Vous avez vu ça? Ouais, mais je l'ai vu une fois, j'ai pas trop accroché, du coup, je pourrais pas. Ah ouais? Ouais. Après que le film, que t'accroches ou pas, pourquoi pas, mais il y avait un concept que je trouvais complètement dingue et ça m'a fait penser à ça. C'est que, en gros, les gens, ils se mettent à voir des trucs. Alors toi, tu le vois jamais, en fait, tu sais pas ce qu'ils voient, mais dès qu'ils le voient, ils se suicident. Et du coup, c'est complètement psychologique. Moi, j'ai complètement accroché à ce film. J'avais trouvé ça. Peut-être qu'après un second visionnage, j'apprécierais. Et ben, du coup, Riddler, c'est un peu la même chose, tu vois. T'imagines, il résout l'équation, ce qu'il a vu, c'est tellement hardcore. Il doit voir un truc de dingue et voilà, il peut pas, et boum. Il peut pas supporter, il préfère mourir, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est fou. Non, ça. Du coup, ça t'amène, et puis là, ça te construit, en fait, vraiment. C'est-à-dire que tu dis, putain, le Nightmare, faut pas que ça arrive, quoi. Batman, il voit ça, il se dit, mais on est vraiment mal barré, en fait. Exact. Donc, c'est génial. Pour créer de la tension. Si après, il y en a qui ont envie que ça, ce genre de scène, soit dans un univers connecté avec Aquaman qui fuck des poissons, bah, moi non. Non, mais voilà, pour conclure, franchement, Peacemaker, de toute façon, ça se voit. C'est canon à Justice League et non pas Justice League. En plus, Aquaman, il a son nouveau costume, ça veut dire que c'est canon au film Aquaman. Aquaman qui, malheureusement, est canon à Justice League. Donc, c'est pas notre Justice League, mais c'est les mêmes acteurs. Donc, c'est déstabilisant. Le grand public peut ne pas forcément faire la différence. Et c'est nul. C'est vraiment d'un niveau, mais d'un bas niveau, quoi. Aquaman qui se fait insulter comme ça, gratos. Alors oui, on est trop sérieux, on n'aime pas l'humour, c'est faux. L'humour, j'avais fait un tweet là qui avait beaucoup été relayé. Parce que moi, la blague que j'aime le plus dans Justice League, alors oui, tu pisses pas de rire non plus. Mais d'ailleurs, à la projection sur les 15 personnes, ça avait beaucoup ri. Et en fait, c'est la blague du satellite. Parce que ça correspond vraiment au personnage. Quand Batman dit ouais, on va utiliser mon satellite pour trouver la Mother Box. Et là, t'as Flash qui lui dit attends, t'as un satellite? J'en ai 6. Et en fait, c'est très drôle parce que Batman, il répond naturellement, il est comme ça. Et tu ris pas parce qu'il fait une blague, tu ris de lui. Tu comprends. Tu vois, c'est à la fois subtil et c'est. Alors que l'autre, est-ce que voilà, est-ce que t'as cette blague avec avec 6 satellites, est-ce que ça contient bit couille chat? Non, bah voilà, c'est pas drôle. Voilà. Mais en fait, oui, t'as raison. Mais en fait, la question, moi, c'est toujours ce que j'ai défendu quand il s'agit de mettre de l'humour dans un film, c'est est-ce que la blague, elle est faite entre les personnages au sein du film, c'est-à-dire est-ce que l'humour il est en gros entre eux, ou est-ce qu'il est destiné au public qui regarde le film? Si tu essaies juste de faire rire le public, en disant pipi, couille, machin truc là, bah ça va se casser la gueule 9 fois sur 10. Ça va être mauvais. Par contre, de l'humour dans une discussion entre Barry et Bruce qui lui fait comprendre que bah oui, il est riche et donc du coup il n'a pas qu'un satellite, il en a 6, bah ça c'est subtil et du coup c'est drôle. C'est pas fait pour faire rire le public. C'est naturel dans la discussion, tu vois. C'est ce que je te dis. Tu ris du personnage et de son attitude, pas parce qu'il a fait une blague. C'est drôle parce que Barry, c'est le petit rookie qui sait pas encore qui c'est Bruce Wayne. Et en fait, c'est sa réaction après, en mode ok, pourquoi pas. Ça fait un peu écho en plus parce que juste un peu plus tôt dans le film, quand il lui demande c'est quoi son super pouvoir, il lui dit voilà, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que c'est bien écrit. Et que après, attention, moi aussi je peux rire de Bitchat, mais j'adore le film. Tout à l'heure, on a parlé de Megan Fox, ça m'a fait penser au film Le Dictateur de Sacha Baron Cohen. Ah oui. Qu'est-ce qui me fait rire ce film? T'as des blagues qui sont subtiles et t'en as d'autres qui sont vraiment les pieds dans le plat. Je peux rire de trucs débiles, mais quand ça s'attaque à des personnages. Dans un film débile. Mais là, après, les gens disent ça se justifie, c'est une série débile. Oui, mais cette Justice League, c'est pas des personnages débiles. On a construit une grandeur autour de ces personnages et on la casse avec des blagues. La bite. C'est bon, chaque épisode, c'est un épisode sur des bites. De toute façon, on a compris qu'il aime la bite, James Gunn. Mais faut arrêter, quoi. Donc voilà, on va pas en parler diplôme, mais en plus de ça, ils se sont vantés. Je crois que c'est contre The Flash News. Je pense que
vous l'avez peut-être remarqué en allant dans les salles de ciné voir les films MCU ou autres, mais souvent, quand il y a des blagues, pour moi, elles sont devenues tellement prévisibles que je n'en rigole pas, tu vois. Et en fait, les gens, ils sont tellement conditionnés à rire, si vous voulez, que même les scènes qui sont émouvantes, touchantes, ils rigolent. Par exemple, je me rappelle quand j'avais vu Endgame, tu as Thor qui vient, qui tranche la tête de Thanos, et tu vois, je suis dans le truc, tu vois, je regarde en mode sérieux et tout, et t'as une personne à côté qui a à peu près mon âge, voire même plus âgé, et il rigole, tu vois. Il pense que c'est censé être drôle, tu vois. Je sais pas, les gens, ils attendent de ça. C'est pour ça que les gens, tu vois, les haters, souvent, ils ne trouvent pas les films de Zack drôles, parce qu'ils sont tellement conditionnés, tu vois, à rire, tu vois, à attendre de la comédie de ces films, parce qu'ils ont vu beaucoup de Marvel et qu'ils aiment ça. Moi aussi, je les aime, mais bon, voilà. Ils veulent plus de James Gunn, même si c'est du beat to chat, parce que le mec, toutes les 30 secondes, il faut qu'il y ait une vanne. Tu vois, ils sont conditionnés. Après, je suis à moitié d'accord sur une chose. Je suis à moitié d'accord parce que le rire, tu vois, c'est une émotion et on réagit pas tous de la même manière. Et du coup, peut-être que le gars, ça l'a fait rire, la tête coupée. On sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il a au fond. Est-ce que ça lui a pas fait penser à autre chose? Est-ce que... On sait pas. Je pense pas. Je pense que les gens... Non, mais je pense il faut que tu regardes sur Twitter un vidéo de Screener, justement, où tu as cette scène où Thor coupe la tête de Thanos. C'est la personne qui était à côté de moi et qui a rigolé à ça, elle n'était pas seule. Il y a d'autres personnes dans le monde qui ont ri à cette scène, alors qu'elle n'est pas drôle du tout. Mais comme vraiment Thor qui coupe la tête de Thanos, c'est pas drôle. Et les gens, ils rigolent. Tu vois, ils sont conditionnés à rire. Et ils veulent de ça. Tu vois, les gens, ils veulent rire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand j'ai vu No Way Home, il y a une scène d'émotion, je ne sais plus laquelle, et parce qu'il y en a eu deux avec Andrew Garfield. Il y en a une, elle est forcée par Marvel et elle fait rire, et c'est complètement con, c'est quand il sauve Mary Jane. Mais avant ça, il y en avait une autre, plus... Mais ça arrivait plein de fois. J'ai vu des films où tu as des scènes d'émotion qui sont donc faites pour, pas dire chialer, mais ça dépend du film, mais voilà, qui sont pas faites pour rire, et les gens rigolent. Après, des fois, tu vas te dire, mais est-ce que tu es cruel, en fait, ou t'aimes la souffrance? Des fois, il y a des gens, ils trouvent que l'émotion, elle passe pas pour elle. Comme tu entends souvent des gens te dire que les films sont nuls parce qu'ils ont pas ri. Genre, ce film était nul, j'ai pas ri une fois. Et donc, du coup, quand des fois, on essaie de leur mettre des scènes qui ont d'émotion, qui est censé leur transmettre un autre feeling, comme de la tristesse ou quelque chose comme ça, bah, ils vont, ça va un petit peu les bloquer, ils vont trouver ça un peu ridicule, et du coup, ils vont rire parce qu'ils arrivent pas à s'investir. Ils s'investissent pas émotionnellement, je pense, dedans. Et au final, voilà, comme dit Gokhan, ils ont été conditionnés à ce que le seul sentiment qui soit logique d'avoir en regardant ce genre de film, ce soit de rire, en fait. Et dès qu'on leur montre autre chose, ils réagissent par un rire, alors que ça devrait être une autre émotion qui soit recherchée, tu vois. Bon, faut qu'on avance parce qu'on a encore plein de sujets, plein de choses. Juste pour dire que la scène de la Justice League dans Peacemaker, là, je reviens dessus, le mec lâche pas l'affaire. Mais juste pour dire qu'elle a été tournée sur le tournage des Gardiens de la Galaxie 3, que Marvel a été trop gentil de le laisser faire, je sais pas quoi. Et en fait, je crois que c'est le compte. Merci Kevin Feige le grand Kevin. Le grand. Je sais plus si c'est quel compte ou c'est Peacemaker ou DC Comics directement qui s'en sont vantés, genre Marvel et tout. En fait, une fois de plus, ça résonne, je trouve, avec ce que disait Mehdi ou bien Jim sur le précédent podcast. Il y a vraiment ce complexe d'infériorité, toujours de voir. J'ai l'impression que les gars, ils avaient besoin de citer Marvel pour dire regardez notre tweet, il est bien. J'avais vu un tweet comme ça, oui, Marvel nous a laissé tourner la scène et tout. Enfin, la victimisation par excellence qui continue, quoi. Voilà, c'était juste quelque chose que je voulais dire. On n'a pas besoin de débattre forcément dessus, diplôme, mais. Ouais, ça fait longtemps qu'on est sur Peacemaker finalement pour un sujet. Ouais, mais. À mon avis, c'est plus dans le sens où ils veulent dire, voilà, nous on fait des films d'ici, mais on est comme chez Marvel, vous savez, on est des gentils aussi, il n'y a pas de concurrence. Vous pouvez aussi venir voir nos films, hein, les gars, c'est du Marvel. Hein, Pour moi, je reviens, c'est juste une seule chose, c'est de la mendicité. C'est vraiment, s'il vous plaît, venez, on est copains avec Marvel. On sait que leurs 20 films, ils ont déjà fait 30 milliards.
mais si vous pouvez venir voir nos films à nous, ce serait bien aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, tu vois. Venez Bon, voir bref. ici, s'il vous plaît. On dirait que t'as un feu rouge à porte de Clignancourt. T'as Warner qui a... S'il vous plaît. Tu sais, Warner, ils vont te vendre... Ils vont te vendre The Suicide Squad à porte de Clignancourt au feu rouge. Je sais même pas si ça va marcher en France, mais comment ils vont faire la VF de Peacemaker? Je me suis posé la question. Encore, Jean-Marie peut-être Bigard, que la VO, limite, elle peut passer, tu vois, tu te mets dans l'ambiance redneck et tu regardes ça. Mais en VF, ça va faire quoi, les gars? Bigard. Ouais. Ça va être Bigard. Parfait. Je t'ai trouvé le Peacemaker. Attends, français. mais la scène qu'on a vue, là, où ils sont sur la plage ou je sais pas quoi, attends, ça va donner quoi? Eh, toi, trop de balles, va baiser les poissons. Après, t'as Aquaman qui va dire ouais, moi, je sais pas d'où est-ce qu'il sort cette rumeur, moi je baisse pas des poissons. Et là, t'as Barry qui va dire mais si, tu baisses des poissons, c'est vrai. Comment ils vont faire ça en VF? C'est comme le film The Suicide Squad. Par exemple, tu regardes les scènes en anglais. Tu vois, quand j'ai vu le trailer en anglais avec les sous-titres en anglais, je me suis dit, attends, mais en français, ça donne quoi? Ça donne Harley Quinn qui va dire oh, les anges, ils sont en train d'éjaculer. Tu vois, comment ils vont faire la VF? C'est ça que je me pose comme question. Il va y avoir un vrai boulot derrière. Hein. Ouais. La VF, vous ça avez vu m'intéresse autant que le reste. Donc. Pardon? Non, je dis, tu sais, moi, la VF, bah toi aussi d'ailleurs, hein. La VF, ça m'intéresse autant que Peacemaker, en fait. Ouais, grave. Vous avez vu le storyboard animé En plus, il date de 2016, putain, moi je l'ai vu maintenant. Ouais, j'étais pas prêt. Ah, il faut mettre le lien dans la description, il faut que les gens voient ça. Tu l'as vu, Gokan? Le storyboard animé de Batman, Ben Affleck versus Deathstroke? Ouais, je l'ai vu vite fait. Non, faut le voir, pas vite fait. Comment ça, vite fait? Bah, généralement, en fait, je vais vous dire, les gars, dès que je vois un truc du type storyboard, même si que ça arrive ou que ça arrive pas, je sais pas, mais j'ai pas envie de me spoiler. Tu vois. Par exemple, là, vous avez parlé tout à l'heure du Riddler qui découvre la solution. Malheureusement, les chances sont faibles, mon ami. Tu vois, dès que je vois ça, tu vois, je switch au niveau de la timeline. Tu vois, je passe à autre chose. Parce que j'ai pas envie de spoiler. J'étais pas prêt, franchement, j'étais pas prêt. C'est un truc de ouf. Mais Soufiane, si ça se trouve, si ça n'arrive pas, dans 20 ans, tu seras là et tu vas dire ah ouais, je me rappelle du storyboard. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je réfléchis pas plus que ça. Moi j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai kiffé, je dis putain, j'aimerais bien que ça arrive. Je passe à autre chose. Mais je trouve que c'est intéressant, ça montre encore une fois le potentiel qu'il y avait, quoi. Bref. Vite fait, en plus, t'as Henry Cavill dans la scène de Peacemaker, parce que c'est partie des sujets. On avait dit on passe à autre chose. T'as Superman qui n'est pas Henry Cavill, et c'est marrant juste de pointer quand même quelque chose. De toute façon, on arrive sur la fin du podcast. On a quand même un Henry Cavill qui, quand il est avec Zach, il rayonne de ouf, et quand il est sans Zach, bah en fait, il y a son corps, mais c'est pas lui, et on te fait croire que c'est lui. Il y a eu le Headless Superman dans Shazam. Maintenant, il y a le Shadowful Superman dans Peacemaker. Le traitement d'Henry Cavill par Warner Bros, le traitement de Superman, il est pitoyable. C'est leur héros principal qui, soi-disant, devrait être le point central de tous les autres films de super-héros. C'était lui. L'idée, elle était là. Et le gars est tout le temps dans l'ombre. À chaque fois qu'ils font une apparition, bah... je ne comprends pas. Moi, j'aurais préféré qu'il soit même pas là, parce qu'en plus, du coup, t'as pas Ray Fisher, il y a Batman, non, il y a pas Batman. Enfin, c'est une Justice League hyper bancale. Le mec, il a fait ce qu'il pouvait, James Gunn, parce que Ben Affleck, il a pas envie, hein, il a autre chose à foutre, et puis Ray Fisher, c'est un peu le même combat. Il voulait pas overshadow le Batman de Pattinson, peut-être, tu vois. Ils ont vu la scène et peut-être qu'ils ont dit ah mais attendez, on a un autre Batman, il ressemble pas à Ben Affleck, là ça va sortir, il faut pas qu'on en fasse trop la pub de ce Batfleck là maintenant. Moi je pense pas. Moi je pense que c'est la période. Tu vois pas Cyborg dans le truc. Du coup moi je pense que c'est la période. Je pense que c'est la période, c'est-à-dire qu'en ce moment c'est pas du tout le moment
ni de montrer Cyborg, ni de montrer Batfleck, ni de montrer Superman en fait. Ils ont mis les personnages sur lesquels ils ont des projets solides. Voilà. Donc du coup, ça les dérange pas de montrer. Par contre, ceux où c'est un peu en suspens, où c'est bancal, où on sait pas trop ce qui va se passer, c'est pas le moment. Parce que Henry Cavill. Ouais, vas-y. Henry Cavill veut pas revenir pour de la merde. Ray Fisher, il veut pas revenir pour bosser pour ces connards. Et Ben Affleck, il fera plus Batman, sauf si c'est avec Zack Snyder. Donc en fait, les trois, ils pouvaient pas les montrer. Parce que, alors que les autres, ils ont des films solo qui arrivent. Tout parce simplement. que je crois James Gunn, il voulait Cyborg et Batman parce qu'il y avait même un acteur qui avait été choisi pour Batman apparemment. Ouais, bah heureusement que non. Ils lui ont fait enlever, je crois. Bon, là, on passe vraiment à autre chose. Et on a bientôt terminé. Je voudrais juste dire qu'il y a eu énormément de sondages de la part de comptes officiels de journalisme, cinéma, Twitter, qui ont relayé une info que j'ai relayée sur Instagram aussi, comme quoi Ben Affleck était favori par rapport à Michael Keaton, machin. Et en fait, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que tout arrive au même moment, à l'approche de la fusion, et que ça a été relayé plein de fois. Là, j'ai un screenshot où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posts différents. Même plus. Ouais, même plus. Et d'ailleurs, quand tu cliques sur ces liens-là, tu es redirigé vers une page où, via notre pays, on ne peut pas y accéder. Ce sont des pages qui ne sont accessibles que via les États-Unis ou autres, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc c'est... Peut-être qu'ils veulent prendre l'attention pour moi, tout simplement. Ils veulent prendre l'attention sur ce que pensent les gens, peut-être pour un projet futur. Tu vois, regarde, aujourd'hui, on sait qu'on a le site Homebrew qui avait donc partagé leur méthode de travail pour le Snyder Cut, pour la promotion du Snyder Cut via les réseaux sociaux. Ils ont montré comment ils ont décortiqué la chose. Et aujourd'hui, ça, pour moi, c'est pas impossible que Warner ou Zaslav ou peu importe, quelqu'un qui a de l'intérêt pour ça, ait dit bon, on va lancer des sondages un peu partout sur Internet, on va les creuser, on va voir si on a un potentiel avec Ben Affleck ou pas, si on lui fait une proposition béton ou pas, parce que Discovery, parce que la fusion approche, qu'ils savent que le Snyder Cut a marché et qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'est pas impossible que derrière tous ces posts soi-disant de journalistes qui veulent juste savoir les fans ce qu'ils préfèrent, qu'en fait c'est sûr même, j'ai envie de te dire c'est sûr. Là ça a été agressif quand même, hein. Ben Affleck, tous les jours on voyait est-ce que Ben Affleck ou Michael Keaton, et c'est toujours Ben Affleck qui gagnait en plus. Pour moi c'est pas gratos, tu vois, il y a rien qui est gratuit dans ce monde de toute façon, encore moins dans le journalisme. Donc c'est voilà, je sais pas si vous avez autre chose à dire, mais c'est quelque chose à souligner. C'est tout, je voulais juste souligner, ça donne de l'espoir, ça donne envie de continuer de balancer du hashtag, tout simplement. Et pour finir, Wayne Tickar, l'acteur qui incarne Green Lantern, a commenté en fait un fan qui a dit un truc en gros, pour faire simple, tous les films d'ici ont été repoussés, les films du DCU. Donc moi j'ai juste envie de dire, bien fait. C'est cool. On ne sait pas pourquoi, mais c'est au même. Je dis ça parce que les gens qui. Bon, bref, je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. Ça m'énerve de voir des gens soutenir des films bancals et produits par Toby Emmerich et Walter Hamada quand on sait à quel point ce sont des connards et qu'il y a des gens qui disent ouais, mais moi, j'ai envie d'avoir du contenu. Ouais, bref. Je trouve qu'il y a des fois, quand tu sais à quel point des gens sont des raclures, tu vois, vouloir les soutenir, c'est nul un peu quand c'est juste parce que tu veux petite Madeleine. Enfin, j'adore l'univers DC Comics, mais je suis pas prêt à donner mon âme en échange. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça dommage. J'ai envie de dire quel fan accepterait que l'univers qu'on a eu avec, ce qu'on allait avoir peut-être avec Darkseid soit remplacé par un petit ver de terre vert et une mamie méchante interprétée par Helen Mirren dans un Shazam, quoi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est exactement ça dont je vous parlais. C'est exactement de ça dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que moi, cet univers Shazam, qui reste dans son coin, qui reste tout seul, qui fasse son histoire s'il veut, mais pas. Je veux pas le voir dans le monde de Darkseid.
Non, voilà, c'est un ton, ne serait-ce qu'au niveau du ton, c'est trop différent pour être. C'est nul. Mais les gars, ils veulent tous que ce soit connecté, que tout soit toujours dans le même univers. Je sais pas d'où vient cette obsession à ce que tout soit connecté plutôt que de raconter des bonnes histoires séparément, tu vois. Peut-être Marvel. Il fasse ses 350 000 euros de chiffre dans son coin et il nous laisse tranquille. Ouais, voilà. Et puis à la limite, tu vois, je serais plus capable d'apprécier, entre guillemets, un film Shazam en me disant, bah écoute, c'est son petit truc de son côté, que de me dire que ça fait partie du Snyderverse. Là, ça me dégoûte, toi. Ta chaîne YouTube. Mais oui. Et donc, en fait, tout a été repoussé et t'as un gars t'as The Haircut qui a dit peut-être que c'est David Zaslav qui veut inclure des reshoots pour inclure le Snyderverse à ça. Et là, t'as un gars avec qui j'échange souvent en plus, qui est plutôt cool et qui dit si c'est pour Cyborg et que le film ne crache pas sur le travail de Zack Snyder, bah là je le regarderai. Il a utilisé l'hashtag I stand with Ray Fisher et Restore Snyderverse. Et l'acteur Green Lantern lui a mis un point. Comme ça. Yo, bro. Donc, du teasing, du bon teasing. Et on a, pour finir, donc, sur toutes ces listes de sujets, on a donc le report de tous les films. Alors, Warner, forcément, hein, les excuses, le Covid, alors que certains films étaient terminés, donc ouais, d'accord, le tournage était terminé. Zack Snyder a fini pendant le Covid, le vrai Covid, hein, la vraie grosse pandémie, il a fini Justice League et Army of the Dead, et eux, ils peuvent pas, avec toute la machine qu'ils ont, finir leur film, soi-disant. Donc moi, j'y crois pas du tout à cette excuse du Covid. Les deux choses auxquelles je crois, c'est le calendrier, la stratégie au niveau de la sortie des films. On sait bien qu'un film, quand il sort, il y a de la concurrence en face. Par exemple, Shazam 2 qui va se faire atomiser par Avatar 2. Ah, j'ai vu un même, il était trop drôle. Le gars, il a mis les dents de la mer, le requin qui bouffe le bateau. Il a mis Avatar et Shazam de l'autre côté. Pourquoi ils ont fait ça? Peut-être qu'ils se sont dit, les gens qui ont vu Avatar 2, ils vont peut-être changer de salle et passer à la salle où il y a Shazam 2, peut-être. Non, pour moi, c'est que s'il faut en sacrifier un, c'est lui. Pour moi, c'est clairement ça. S'il y en a un sacrifié, c'est Shazam. Avec un peu plus, c'est la première décision de Zaslav. Voilà. Et en fait, on ne sait pas. Alors, soit c'est une décision stratégique seulement à cause de l'histoire des calendriers, mais comme par hasard, la fusion arrive, tout est repoussé. Donc, c'est peut-être juste David Zaslav qui est arrivé, qui a dit vous allez me repousser toutes vos merdes et on va bien changer plein de choses. Alors, je ne suis pas en train d'espérer qu'on change les films pour en faire du Snyderverse ou quoi. Hein. Il se passe des trucs là. Là, il se passe des trucs. C'est sûr et certain, c'est cette décision comme ça. En plus, c'est tocard de Warner. Il y a un mois au Super Bowl. 2022, l'année des héros. Il n'y en a plus. Bah maintenant, c'est 2022, l'année de rien. Ah, mais si, vous avez vu quand même, ils ont repoussé The Flash en 2023. Mais The Flash, il est repoussé depuis 1992, miskin. Mais pourquoi The Flash en particulier? Mais pourquoi The Flash en particulier? Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, avec toutes les rumeurs qu'il y avait, genre Batfleck qui se fait écraser par une Batmobile, il meurt, machin, je me suis dit... Ah non, t'imagines s'il meurt comme ça, la honte. Non, mais c'est Keaton qui va se faire écraser par la Batmobile. Ils vont aller changer ça. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire en sorte, justement, de changer des événements pour pas que ce soit trop ridicule. Avec toutes les rumeurs débiles qu'il y a eu sur ce film. Je sais pas si certains sont réels ou pas, mais franchement... Il y a des choses qu'on a vues, hein. Putain, ça volait pas haut. Hein. Mais je me dis peut-être qu'ils vont peut-être changer des choses par rapport à ça, tu vois. Histoire que le personnage du Batfleck ne soit pas humilié, peut-être qu'ils vont changer des trucs comme ça, je sais pas. Mais je trouve ça quand même étrange que ce soit The Flash qui soit vraiment repoussé, tu vois. Et, on en parlait tout à l'heure, on disait... Aquaman aussi, ouais. Et puis bon, t'as James Wan qui a posté sur Insta que ça lui laissait plus de temps pour travailler les VFX de sa director's cut. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de flûte autour de ces reports. Il y a trop de la flûte partout. La vraie raison, on la connaît pas. Je pense que derrière, c'est le bordel atomique. On en saura plus dans les prochains jours. Hein. Ça, c'est ça va être passionnant. On va suivre ça de près. On va surtout suivre les bons. Comme on sait le faire, on va espionner. On fait notre petit espionnage sur Twitter comme d'hab. Mais en tout cas, j'avoue que quand j'ai vu ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi, moi je me suis réjoui.
Je dis mortel. Je sais pas, parce que je me dis, en fait, il se passe des trucs. Voilà ce que je me suis dit. C'est ça, c'est un signe du changement dans tous les cas, peu importe ce que Exactement. Il se passe des trucs en coulisses, quoi. Et pour moi, c'est pas que la question du planning, honnêtement. Hein, on a perdu Sofiane. Ouais, j'ai un appel. Ah. Attends, je lui dis que je le rappelle. Hop. Hop là. Désolé. Mais bon, je vous écoutais. Bah écoutez, moi j'ai fait le tour, on a fait le tour de tous nos sujets, on a rattrapé. On n'a absolument pas fait le tour de tous les sujets, Souf. Quoi? On n'a pas parlé du truc le plus cool à venir dans les 2 prochaines années. Oh là 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 là. Rebel Moon. Le casting de Rebel Moon, pas les storyboards, mais les arts qui sont sortis. Ouais, j'ai zappé un peu certaines choses parce que le temps tourne, on a fait un long podcast. Mais maintenant, si tu veux en parler, bah allons-y. Le casting, ouais, effectivement, de Rebel. Non, ouais, clairement. Honnêtement, comme j'étais focus Snyderverse, je m'étais dit je le garde pour une prochaine fois. On peut faire une prochaine vidéo sur Rebel Moon si tu veux. Je pense pas on n'a pas beaucoup d'éléments sur. Enfin, je trouve. Hein, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps pendant 2 heures. Hein. Alors oui, il y a eu des annoncements d'acteurs et actrices, Sofia Boutella, etc. Mais de quoi on pourrait discuter? Bah, en fait, il y a eu l'annonce du cast. Green Arrow dans Rebel Moon. Voilà. Oui, voilà. Il y a un casting assez conséquent quand même. Et c'est vrai que dès qu'on a tous vu Charlie Hunnam, on a pensé à la private joke. Et là, il n'y a que les vrais qui sont sur Vero et Twitter. Will it be? Voilà. Will it be? Tout le monde, on s'est dit, Zack Snyder, quand on lui a posté Will it be now, j'ai dit, hey, il y a un truc à faire avec lui. Comme par hasard, il est là. C'est trop stylé. Non, mais en plus, je l'aime bien, cet acteur. Je pense que tout le monde l'aime bien. C'est notre roi Arthur, Souf. Bah ouais. Ah oui. Non, il y a un casting vraiment énervé pour le film. Je ne me rappelle plus de tête, mais forcément, on se rappelle tous de Sofia Boutella, Charlie Hunnam. On a, je crois qu'il y avait le gars qui avait dans Army of Thieves, je crois aussi. Il y a Jimon Houssnou, l'acteur franco-africain ou africain tout court. Il y a qui d'autre encore? Y a qui d'autre? Oh putain de merde, il y a Ray Fisher, sa mère. Oui, mais je pensais que tu l'avais dit. Non, j'avoue. Ah non, ben, t'as bien fait parce que tu disais. Parce que tout à l'heure, on disait Ray Fisher, c'est le beau, c'est le gars avec qui on aimerait être pote. J'avoue, quand j'ai vu ça, on dirait que c'était moi qui avais été pris au casting. Je dis lourd. Il a gagné ça, il est revenu dans le game. Ils ont essayé de l'écraser. Il est revenu dans le meilleur cyborg qu'il puisse être. Et en plus, il revient avec un putain de rôle dans Rebel Moon. Donc, non, énervé. C'est surtout ça, c'est parce qu'en plus, il y avait un petit peu cette question. Warner a essayé de l'enterrer. Est-ce qu'il va faire que des petits films maintenant ou est-ce que Zack va lui trouver un rôle dans Rebel Moon, tu vois? Et donc là, on était tous contents de voir que Zack le soutenait. Alors j'espère que ce sera un rôle conséquent, tu vois, que ce sera pas un petit rôle. Il a joué dans une série récemment, Ray Fisher. Yes. Ouais. J'ai pas regardé, mais ça a l'air pas mal. Hein. Oui, ça a l'air intéressant. Woman, c'était quoi déjà? Woman. Mais je suis en train de chercher le titre aussi, oui. C'est Woman of the Movement. Ah, of the Movement, c'est ça. Bah, c'est un truc qui lui ressemble bien parce que c'est un personnage engagé et tout. Je crois que c'est sa femme qui est très engagée dans un mouvement et lui il la soutient, de ce que j'ai vu du trailer. J'ai envie de le voir parce que ça a l'air intéressant et puis parce que tu as envie de voir Ray Fisher ce qu'il donne. Mais du coup. En France, je suis pas sûr qu'on l'ait. Voilà, donc je vais peut-être la télécharger parce que je suis pas sûr de pouvoir la trouver sur un service ou bien il faut attendre que ça arrive quelque part, mais où on sait pas, peut-être que Netflix ils prendront les droits. D'ailleurs, Zack Snyder Justice League est arrivé sur Netflix en Allemagne. En Allemagne, ouais. Donc tu pourras le regarder, Stéphane. Aria. Moi, je l'ai déjà sur. Bon, je l'ai en Blu-ray évidemment chez moi en France, mais je l'ai sur Amazon en démat, donc ça va pas changer grand-chose pour moi. Je l'ai aussi sur Amazon, mais c'est histoire d'augmenter les compteurs niveau Netflix. Oui, c'est vrai. Tu vas faire tes cours. Je peux le faire tourner en arrière. Mais du coup, pour Charlie Hunnam, moi j'ai presque envie de dire, là ça pousse un peu loin, c'est pas complètement anodin, mais est-ce que si Charlie Hunnam travaille avec Zack sur Rebel Moon, ça veut pas pouvoir dire qu'il aurait peut-être éventuellement un rôle à venir dans une éventuelle suite de Justice League? Zack Snyder. Est-ce que c'est trop poussé de penser ça, ou est-ce que
Le truc, c'est qu'il n'a pas été introduit jusqu'à Justice League, donc il faudrait l'introduire dans un monde Nightmare. Il reste que 2 et 3. Je suis pas sûr qu'il ait une place. Alors, Mais honnêtement, je vais vous dire, pour moi, le personnage du Green Arrow dans l'univers DCU, c'était pas possible dans les débuts. Ne serait-ce que parce que il était déjà interprété par le personnage de la série CW. C'est le personnage d'Arrow qui apparaissait beaucoup même dans les crossovers dans les autres séries CW, mais surtout parce que tu as le personnage de l'archer, là, côté Marvel, qui a une place importante dans l'équipe des Avengers. Et pour moi, c'était, le fait d'introduire Green Arrow dans la Justice League, ou dans un film, c'était trop, ça ferait trop copier-coller, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas eu de Green Arrow jusqu'à présent dans le CU. Mais pour moi, ils avaient annoncé le Black Canary et il est possible qu'il y ait un Green Arrow qui apparaisse. Mais encore une fois, là, pour moi, quand je parle de Green Arrow, de Snyder, etc., moi, je fais toujours la distinction, et ça, je la ferai toujours, et j'espère vraiment que ça ne changera pas, entre le DCU, d'ailleurs, DCU, un terme qui a été inventé par Anseki à une époque des journalistes qui n'était jamais officiel, donc la timeline, on va dire, Amada aujourd'hui. Et donc ça, oui, Black Canary, etc., je ne sais pas ce qu'ils veulent faire là-dedans. Mais moi, je te parle vraiment dans la série de films, dans la petite saga Justice League de Snyder. J'ai toujours imaginé, vu que Batfleck, on sait qu'il a un passé, et qu'on avait même théoriquement un film, voire une série éventuellement à explorer sur son passé, j'imaginais Green Arrow pas forcément comme un membre de la Justice League, tu vois, mais comme un personnage de son passé auprès duquel il pourrait avoir une scène où il va voir un de ses anciens compagnons de terrain, tu vois, entre guillemets, et que ce soit une scène d'action ou même tout simplement que ce soit une scène de discussion, tu vois, mais qu'il y ait une présence et qu'ils disent, tu vois, ce personnage, il existe. Peut-être qu'il marche pas dans le feu de l'action, dans le Nightmare, Green Arrow, bon, peut-être, hein, mais je le verrais plus un peu c'est un personnage qui appartient au passé, un peu comme il voulait faire Catwoman qui appartenait au passé de Batfleck, tu vois. Green Arrow, je pense qu'il pourrait marcher dans cet esprit-là aussi. Peut-être. On ne sait jamais. Ça peut faire. Pourquoi pas un petit On est passé de Rebel Moon à Green Arrow, hein. Attention. Ouais. Moi, j'ai une question pour Rebel Moon, les gars. Enfin, vas-y, si tu veux. Non, mais si tu veux dire un truc sur Green Arrow, dis-le. Non, j'allais dire que l'acteur est vraiment parfait, franchement. Mais oui, mais ça, tout le monde le sait. C'est un des fancasts. Ah ouais, c'est l'un des meilleurs fancasts qui existent. De toujours. Ça paraît tellement évident. Il a le pour, il a cette dynamique aussi, hein. C'est un gars qui peut faire ce genre de rôle, je pense. Et ta question sur Rebel Moon? En fait, je me posais la question la dernière fois, parce que je crois pas que ça a été vraiment abordé. Est-ce que dans Rebel Moon, parce qu'on est quand même sur un space opera, où il y aura sûrement différentes localisations, où il y aura des planètes, je sais pas, des trucs comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura des espèces aliens, ou est-ce que ça va être uniquement des populations humaines qui auront... J'y ai pas réfléchi, mais à mon avis, il y en aura sans surprise. Alors, à mon avis, on ne fera pas surprise. Rebel Moon, c'est un pitch qu'avait fait Zack Snyder pour un Star Wars à la base. Pour Star Wars. Ouais. Donc, pour moi, dans Star Wars, tu as des aliens, ils ont des mandibules, etc. Et je pense que je ne serais pas surpris de voir ça dans le film de Snyder. Mais je pense que quand il disait qu'il était parti sur le script qu'il avait fait à la base pour Star Wars, à mon avis, il s'en inspire, c'est-à-dire l'histoire de base du côté recrutement, 7 samouraïs, je sais pas quoi. Mais après, ça va pas. Enfin, tu vas pas avoir Palpatine qui va débarquer dans Rebel Moon. Non. On aura peut-être l'équivalent. Hein. J'espère que les visuels seront aussi bons que l'ouverture de Man of Steel sur Krypton. Oui. J'espère qu'il y aura assez d'argent de la part de Netflix pour pouvoir gérer tout ça. Et on sait que Zack, avec des petits budgets, il peut faire des miracles. Bah oui, en parlant de petits budgets, de miracles et de visuels exceptionnels, moi je pense toujours à 300. Et un Rebel Moon dans un esprit 300, en tout cas au niveau visuel, mais moi je signe tout de suite, quoi. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de 300, mais aussi de Watchmen, et il y a eu beaucoup de tweets qui ont fait des éloges à Zack Snyder sur Internet, dont Hollywood Reporter qui a fait une vidéo breakdown de tous les films de Zack et tout, et son nom continue de beaucoup circuler, quoi. Ils ont sorti la vidéo avec tous les execs là qui. Ouais. Avec Toby Emmerich. La table ronde. Il change de sujet. Voilà, la table ronde. Lui, il change de sujet direct, lui, ce bâtard là. C'est vraiment un lâche.
Ils sont en train de faire la promotion de son studio et de dire que c'est de la bombe et ils changent de sujet. C'est un haineux. C'est ce screenshot qui a été utilisé. Moi, je lui ai mis un nez rouge. Où tu vois sa tête, tu vois, il sourit à peine. Alors tout le monde, ils sont là en train de dire ah, Zack Snyder 300, oh là là, si j'avais pu, je l'aurais fait moi-même. Mais c'est eux qui l'ont fait. Et lui, il est là. Et je sais même plus ce qu'il dit, tellement il change de sujet. J'oublie à chaque fois. Faut que je revoie la vidéo. Il change de sujet. C'est incroyable. Bref, les copains, moi, j'ai à faire. On a fait un super podcast bien long. On a traité tous les sujets qui sont récents avec un peu de retard même parce que on a une vie comme contrairement à ce que pensent les haters. Et puis voilà, si vous avez quelque chose à dire pour conclure, c'est le moment. Sinon, je vous dirai à la prochaine. Un restore de Snyderverse, hein. Ouais, un restore de Snyderverse. C'est ça, restore Snyderverse. Soyez présents sur Twitter, soyez présents avec le Snyderverse comme ça, quoi. Pas le Snyderverse qui part en couille où tout est connecté. Non, mais t'inquiète, il laissera pas ça arriver. En tout cas, ouais, soyez présents sur Twitter avec vos hashtags en taguant Discovery. Quotidiennement, dès que vous avez 2 minutes, pause pipi, pause caca, bim bim, un petit truc vite fait, un petit hashtag. Et le 18 mars arrive, le 18 mars, il va falloir faire du bruit. Moi, je voulais proposer une initiative. Je vais voir si je le fais ou pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'initiatives qui sont prises, si ce n'est « oh là là, il faut qu'on fasse du bruit ». Mais c'est pas suffisant, en fait, si on veut vraiment, vraiment taper fort, de juste se dire « soyez là le 18 ». Donc, je vais voir si je le fais, ce sera sur Twitter. Une initiative comme ça avait été faite le 19 novembre, prendre une formule qui marche, préparer le terrain, faire 1 ou 2 events l'avant-veille et tout, tu sais, construire la hype au fur et à mesure et pas s'attendre juste à ce que ça pète le 18. Mais en tout cas, gardons en tête le 18 et je vous dis à tous à la prochaine. Salut. Ciao. Salut les gars.